Hello, hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc on va pas tarder à commencer notre live. Donc ce live porte sur l'intégration de la communauté noire au Québec. On va attendre notre invité spécial, Monsieur Bourama Keïta, donc qui est conseiller en emploi dans un carrefour jeunesse à Montréal ici. Donc on va attendre encore un tout petit peu, le temps d'avoir quand même en fait des abonnés. On va attendre encore un tout petit peu. Bonjour à tous déjà. N'hésitez pas à partager le live à vos amis qui puissent venir assister à notre live sur l'intégration de la communauté noire au Québec. Super, Monsieur Bourama est là, donc on va pas tarder à commencer le live. Fait qu'on va t'envoyer une demande, Bourama. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ok. Bon. Non, c'est ça, vous l'entendez bien? C'est ça, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que tout est correct? On va commencer le live parce que bon, vu qu'il est déjà midi, puis je pense qu'on a aussi un travail, on va commencer. Ok, parfait, on va commencer. Donc, bonjour, José. Voici les membres, Excusez-moi, ça coupe. Est-ce que c'est normal parce qu'on ne vous entend pas, ça coupe en fait. Ok. Et là, maintenant, vous nous entendez? Oui. Ah, c'est bon? Ok, super. Là, vous nous entendez, c'est correct? Oui. Ah, ok, parfait, c'est beau. Donc, c'est ça. Donc, j'étais en pleine introduction. Donc, mon nom est José, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voici Christine. On est des membres de Autour du Griot. Donc, Autour du Griot, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est un groupe, une organisation qui crée des événements, qui organise des événements festifs, mais aussi nous touchons le volet éducatif. Éducatif, culturel. Nous mettons également en valeur les entrepreneurs, la communauté noire surtout. Nous avons en fait organisé des événements en ligne. Vu que la pandémie nous avait quand même un petit peu en fait bloqué et retardé. Mais donc présentement, en fait, on a organisé plusieurs événements en ligne ensemble, rentrant en contact avec des entrepreneurs, comme je le mentionnais, des artistes, des chefs cuisiniers, vraiment très talentueux. Donc aujourd'hui encore, nous venons vers vous avec un autre sujet, qui est l'intégration de la communauté noire au Québec. Donc, nous avons notre invité, M. Bourama Keïta, qui est spécialiste, je ne me trompe pas, en recherche, plutôt conseiller en emploi, au Carrefour Jeunesse Emploi, pardon. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Keïta de se présenter. Bonjour à tout le monde. Donc, ça fait plaisir d'être là et puis je remercie Autour du Griot donc, pour l'invitation. Merci Christine, merci José. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est correct? On t'entend bien. Très bien, oui. Ok, moi je m'appelle Bourama Keïta, je suis coach en développement de carrière, conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-Ville. Je suis au Québec, ça fait 9 ans. Je suis originaire du Mali, puis j'ai fait mes études universitaires en France, où j'ai fait un baccalauréat en socio-anthropologie et j'ai fait une maîtrise en dynamique sociale et développement. Donc en France, j'ai été beaucoup impliqué dans le milieu
étudiants et l'intégration donc des étudiants africains de façon générale en France. Et j'ai été membre fondateur et président d'Africa Pack Amiens, qui existe toujours, qui est une organisation aussi qui accompagnait donc les étudiants étrangers venant d'Afrique, du Pacifique et du Caraïbe, en fait, pour les accompagner dans leur processus de réussite d'études au niveau des études. Mhm. Donc, je suis installé au Québec depuis 2012. Donc, moi, je suis coach en développement de carrière et j'accompagne les jeunes de 16 à 35 ans. Dans leur processus de recherche d'emploi, d'intégration au marché de l'emploi et de retour aux études. Et dans ce processus, donc, à peu près 50% des personnes que j'accompagne sont des personnes immigrantes en tant que telles, donc, qui sont confrontées aux difficultés d'intégration au marché du travail québécois. Donc, pour moi aussi, ce travail est très important pour moi, mais au-delà de ça aussi, j'accompagne les immigrants à s'intégrer, mais je le fais aussi de façon bénévole aussi, où j'accompagne souvent les immigrants qui ont de la difficulté à s'intégrer au marché de l'emploi, même s'ils ont tous les aspects, même s'ils ont toutes les compétences, toutes les qualifications. Mais la recherche d'emploi, l'intégration au Québec, ce sont des enjeux, des défis importants que tout le monde ne maîtrise pas les clés. Donc, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous, donc de partager ma petite expérience et puis peut-être donc de répondre aussi aux questions qui seront posées dans ce live en tant que tel. Et merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, merci d'avoir surtout accepté de participer à cette séance, c'est vraiment apprécié. Justement, par rapport à votre expérience en fait, dans le domaine de l'emploi, ça fait combien de temps que vous travaillez au Carrefour Jeunesse Emploi? Moi, je travaille dans les Carrefour Jeunesse Emploi depuis 2014 en tant que tel. Donc, depuis 2013-2014, je travaille dans les Carrefour Jeunesse Emploi. Mon premier travail en tant que dans le Carrefour Jeunesse Emploi, ça a été le poste d'ICSI, intervenant communautaire interculturel. En fait, j'accompagnais les jeunes immigrants en fait qui venaient d'arriver au Québec, qui étaient souvent dans les classes d'accueil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers, mais quand les jeunes immigrants arrivent au Québec, ils ont moins de 17-18 ans. Ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle les classes d'accueil dans les écoles secondaires, en fait. Okay. Donc, j'ai travaillé donc pour l'intégration de ces jeunes, de ces immigrants-là, donc dans les écoles secondaires de Cadix-à-la-Vallée et Henri Bourassa à Montréal-Nord. Donc, on sait très bien que les immigrants, quand même, il y a une très grande majorité en fait qui habite à Montréal-Nord. Donc, je travaille donc depuis 2013-2014 dans les Carrefour Jeunesse Emploi pour l'accompagnement des jeunes, donc de façon générale. Ok, parfait. Puis, bon, en tout cas, j'imagine que pendant toute votre expérience, votre cheminement, que ce soit sur le plan personnel, vous avez été en fait confronté, comme nous d'ailleurs, en fait, au choc culturel. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le choc culturel, j'ai une définition ici. Donc, le choc culturel se définit. Donnez-moi un petit moment. Okay. Donc, le choc culturel se définit par la désorientation ressentie par une personne confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas familier. Donc, ça peut être éprouvé lors de la visite d'un pays étranger, face à l'immigration, lors d'un changement de milieu social ou simplement un changement de mode de vie. Donc, en fait, comme je le mentionnais, sûrement vous avez été confronté, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, au choc culturel. Comment avez-vous, en fait, réussi, vous, personnellement, à bypasser ou bien à passer à travers ce choc-là? Et comment avez-vous permis, justement, à d'autres personnes que vous aidez, en fait, justement, à passer, justement, à travers ce problème-là de choc culturel? Merci beaucoup. C'est sûr que quand on parle de choc culturel en tant que tel, c'est ce que j'ai été immigrant. Et puis moi, c'est sûr que l'avantage que moi j'ai, c'est que c'était pas une première immigration en tant que telle. C'est-à-dire parce que j'avais déjà quitté le Mali, donc j'ai déjà été en France, donc et puis après j'ai quitté la France, donc j'ai été. Donc c'est fait que de façon générale, selon nos expériences, où c'est la première fois ou la deuxième fois qu'on quitte un pays, puis qu'on quitte son environnement social, qu'on maîtrise. Parce que la migration, c'est toujours une sorte d'inconnu. Quand on va quelque part, on perd de repères en tant que tel. C'est sûr que ça dépend aussi de nos capacités d'adaptation, de nos capacités à faire face aux défis en tant que tel. Ça dépend de nos personnalités aussi. Parce que qu'on le veut ou non, on a des personnalités qui sont plus introverties, extraverties, qui ont une capacité d'adaptation. Donc, c'est sûr que de façon générale, nos personnalités aussi sortent dans le processus d'immigration. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup
constaté quand j'accompagne les immigrants, c'est que le choc culturel, il est moins important en fonction du profil en tant que tel. Parce que quelqu'un qui a fait un processus d'immigration, comme le Québec, de façon générale, ben, parce que c'est un choix en tant que tel. Donc, je quitte le Congo, je quitte le Cameroun, je quitte, je sais pas, pour venir m'installer au Québec. Il y a tout un processus de cheminement en tant que tel qui fait que je choisis le Québec. Pourquoi je choisis le Québec? Et il y a tout un processus qui fait que ben, je dois faire ma demande, je dois quand même m'informer sur la société d'accueil. Donc, il y a toutes ces affaires qui font que c'est pas le même processus que quelqu'un qui a quitté, par exemple, son pays dans un conflit, dans une guerre, qui se retrouve dans un environnement parce qu'il n'a pas choisi en tant que tel. Donc, souvent, je pense que souvent le choc culturel peut être vécu de façon différentes selon nos personnalités, selon nos histoires personnelles, selon notre capacité d'adaptation, selon nos cultures, selon aussi, il y a tout un tas de bagages qui font que finalement, moi, qu'est-ce qui m'a permis de, comment dirais-je, de passer au travers et que ça a été vraiment rapide parce que je vois souvent des immigrants qui sont au Québec, ça fait 5-6 ans, leur carrière, ça décolle pas du tout. Moi, c'est sûr et certain que ce qui m'a beaucoup aidé en tant que tel, je suis quelqu'un qui est, je me suis beaucoup intéressé à la société québécoise même avant de venir au Québec. Déjà, quand j'étais en France, ben, déjà, je connaissais beaucoup de choses, donc j'avais des gens aussi qui étaient là, donc j'étais en contact avec eux, ben, je discute de la société québécoise, je discute des valeurs de la société québécoise, comment on se cherche un emploi, donc il y a tout le travail qu'on fait en amont avant, parce que moi, je dirais que mon premier contact avec le Québec, c'était pas le premier jour où j'étais arrivé en tant que tel. Donc, quand je suis arrivé, je connaissais déjà beaucoup de choses, mais c'est sûr que la différence entre la société québécoise et la société française, on peut penser que ben, la différence n'est pas très, très grande aussi, mais aussi, quand on connaît le processus d'immigration, quand on connaît ses objectifs et qu'on veut s'en sortir, on prend de l'avant, on essaie aussi de comprendre un peu le fonctionnement de la société parce que quand on vient dans une nouvelle société, qu'est-ce qui est vraiment important? Moi, c'est ma conception qui m'a beaucoup aidé. C'est que je viens avec des valeurs. Il y a des valeurs que je lâche parce que ça ne correspond pas à la société d'accueil. Il y a des choses que je prends dans la société d'accueil, donc ça permet d'avoir une sorte d'équilibre en fait, de faire une sorte de tri entre ce que j'ai comme bagage culturel, bagage personnel, bagage professionnel, tout ce que je peux lâcher, qui sont pas forcément des aspects peut-être que j'ai de moins positifs de mon bagage, et je prends le meilleur, le maximum que je peux dans la société d'accueil. Donc, ça permet de passer au travers en tant que tel, parce que c'est sûr et certain, quand on parle de choc culturel, on parle quand même des différents processus en tant que tel. Il y a, comme on appelle de la lune de miel, parce que c'est comme on rencontre quelqu'un, on rencontre une nouvelle société, on était parce que quand on quitte son pays pour venir s'installer dans un nouveau pays, c'est que ben, il y a des choses qui n'allaient pas là. C'est qu'on aspire à autre chose, on aspire. Donc il y a une sorte de lune de miel, c'est une nouvelle société avec de nouvelles opportunités. J'ai des diplômes, donc je pense que je vais m'intégrer, je vais avoir une belle vie, je vais m'épanouir. Donc ce qui fait que c'est la première étape. Donc il y a l'enthousiasme, il y a l'excitation, il y a la fascination. Et après, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est ce qui fait que, mais sauf que quand on arrive, la réalité est souvent différente en tant que telle parce qu'on se rend compte que la société, ben, l'immigration ou l'inclusion, quand même, c'est une responsabilité partagée entre la société d'accueil et l'immigrant en tant que tel. Donc, la société d'accueil a son rôle à jouer, mais l'immigrant aussi en tant que personne qui veut s'intégrer, qui veut réussir son immigration, a son rôle à jouer. Donc, mais sauf que quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que la réalité n'est pas aussi reluisante parce que souvent, on se rend très bien compte que quand on est dans un processus d'immigration, on vous vend aussi l'image dans n'importe quel pays. Par exemple, si on cherche des immigrants, on va vous donner l'image du pays parfait où tout est… Il y a même des gens qui pensent que quand vous arrivez à l'aéroport Montréal-Trudeau, on va vous donner une job à l'aéroport parce que ben, c'est le Québec, parce qu'ils ont besoin d'immigrants. Donc, après cette période de lune de miel, il y a une période de crise, de confrontation où je me rends compte que ben, c'est la prise de conscience du nouvel environnement. Ben, je suis au Québec, ben, je vois que tout n'est pas aussi rose que ça. Donc, c'est comme il y a une sorte de choc entre mes attentes, entre mes cultures, entre donc mon orientation, donc mon environnement social et les nouvelles façons de la société québécoise ou la société d'accueil donc ça devient un choc en tant que tel. Donc, il y a une sorte de comment dirais-je, de choc entre les deux valeurs en fait. Donc je viens avec des valeurs, je trouve des valeurs et puis surtout donc si les valeurs sont très éloignées, donc c'est sûr que c'est pas évident. Okay. Après il peut y avoir ce qu'on appelle une période de récupération, une période d'acceptation de la culture d'accueil parce que on est là au Québec. Moi je pense qu'il faut jamais perdre de vue notre objectif en fait. Quand on arrive au Québec, pourquoi j'ai choisi de quitter le Mali? Pourquoi j'ai choisi de quitter le Sénégal? Pourquoi j'ai décidé de quitter le Congo? Pourquoi je viens au Québec? C'est quoi mon objectif?
Il ne faut jamais oublier ça en tant que tel. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour réussir son processus. Quand on connaît son objectif, quand on ne le perd jamais de vue, la quatrième étape du processus du choc culturel, c'est l'adaptation. Je m'adapte. Pourquoi les autres, il y a des gens qui arrivent, qui réussissent au Québec. Pourquoi moi, je ne veux pas réussir en tant que tel? Donc, c'est là où on s'est dit, quelles sont les cartes que je dois sortir? Avec l'adaptation, il y a une meilleure acceptation en tant que tel. Il y a une volonté de se développer en tant que tel. Donc, moi, je me suis toujours dit, ben, si les autres sont arrivés au Québec, je vois des gens qui ont réussi au Québec. Moi, j'ai fait des études en France. Je me suis beaucoup impliqué dans le milieu universitaire, étudiant, donc dans le milieu de l'accompagnement des immigrants. Pourquoi je ne vais pas aussi réussir que les autres? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Qu'est-ce qu'ils ont de moins que moi? Donc, c'est là où c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Quels sont les éléments, les outils qu'on se donne. Et c'est là où la personnalité ou aussi la volonté de s'adapter, la volonté de s'en sortir, font que souvent, donc, on arrive à mieux s'intégrer à la société québécoise. On arrive à trouver les clés parce que moi, souvent, dans mon processus d'accompagnement, qu'est-ce que je vois? Il y a beaucoup d'immigrants qui sont dans une phase, qui sont dans des schémas psychologiques qui les bloquent en tant que tels. Okay. Oui, je suis venu du Sénégal, je suis venu mon diplôme n'est pas reconnu au Québec, les Québécois sont peut-être racistes parce que il y a le racisme systémique, il y a toutes ces affaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination au Québec. Moi, j'accompagne les jeunes, ça fait 8 ans que je fais ça. Okay. De façon générale, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très minime en tant que tel. Sachant que j'ai vécu dans d'autres pays et que j'ai vu d'autres façons de faire avec l'immigration, sincèrement, je pense que malgré les difficultés d'intégration au Québec, les portes sont très ouvertes aussi au Québec. Moi, j'ai accompagné des jeunes, j'ai accompagné des immigrants qui travaillent dans tous les domaines d'expertise au Québec. Okay. J'ai accompagné des gens qui travaillent au fédéral aujourd'hui. J'ai accompagné des gens qui travaillent au ministère de l'Environnement du Québec, qui travaillent dans les ministères ici au Québec. J'ai accompagné des gens qui travaillent dans les banques. J'ai accompagné des immigrants qui travaillent dans toutes sortes d'entreprises, dans tous les domaines d'expertise. J'ai accompagné des gens qui travaillent à la ville de Montréal. Donc, j'ai accompagné des gens qui travaillent à la ville de Laval. Donc, ce qui fait que il ne faut pas qu'il y ait des blocages psychologiques de se dire je suis noir, les portes sont fermées, les Québécois ne veulent pas de mon diplôme. Je pense qu'il y a ces blocages psychologiques qui ne doivent pas exister. Il faut croire en soi, se donner tous les moyens. Parce que pour que la recherche d'emploi fonctionne, moi je dis il faut comprendre le fonctionnement du marché du travail au Québec. Comment ça se passe le marché du travail au Québec? Moi, je vais juste rebondir, si tu me le permets, Bourama. Tout ce que tu es en train de dire est vraiment pertinent dans le sens où tu as parlé de ce travail qu'il faut faire en amont avant d'arriver ici. Si, par exemple, moi, je prends mon cas personnellement, je pense que c'est une des erreurs, et je ne suis pas gênée de le dire, une des erreurs que j'ai commises, c'est ne pas m'être suffisamment informée avant d'arriver ici. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est d'arriver ici, puis c'est de vouloir peut-être rester dans son coin, rester avec des gens qu'on ne connaît nécessairement pas, ouvrir aux autres, savoir comment le système éducatif fonctionne ici, comment la recherche d'emploi se fait ici. Et c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte que, mais en fait, il faut vraiment s'ouvrir, en fait. Faut pas avoir honte d'aller demander comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça, parce que c'est la première fois qu'on arrive dans ce pays, puis il faut découvrir, en fait. C'est comme un puzzle. Une fois que toutes les pièces sont mises ensemble, ben, après, les portes s'ouvrent. Mais je pense que tant que ce travail n'a pas été fait, comme tu disais tantôt, se préparer en amont, chercher à comprendre comment le système fonctionne, ça va aller de soi, tu vois. C'est vrai qu'on ne peut pas dire, oui, le racisme et tout, c'est vrai que le racisme existe comme un peu partout, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre non plus sur la société. Il faut pouvoir, comme tu mentionnais tantôt, se donner les moyens, puis faire le travail qu'il y a à faire à notre niveau, parce que je ne pense pas que les choses vont changer. Oui, il y a du racisme, mais en attendant, si on reste à se dire oui, il y a du racisme, moi je viens de telle origine, on ne va pas avancer plus que ça. C'est ok, le système est comme ça, qu'est-ce que moi je peux apporter à mon niveau, en fait. Donc, je pense que... Qu'est-ce que je peux changer, justement, à mon niveau pour pouvoir mieux m'adapter, m'incorporer, m'intégrer, en fait, justement, dans le système en place, quoi. Exactement, ouais. Parce que, comme tu l'as dit, Christine, qu'est-ce qui est vraiment important quand on est informé, quand on est préparé, quand on arrive? Oui, je ne dis pas que les surprises ne sont pas importantes, mais elles sont amoindries. Le choc est moins important parce que on a pris le temps de bien analyser. Moi, par exemple, quand je suis arrivé au Québec, on m'a envoyé faire une semaine, comment dirais-je, les 6 semaines d'intégration au marché de l'emploi du Québec, tout ça. Moi, je suis arrivé au Québec, une semaine après, j'avais trouvé un emploi. Oh, ok. C'était ça a été rapide. Hein?
Donc, j'ai même pas complété le processus en tant que tel avec l'organisme, en fait, parce que le ministère de l'immigration m'avait envoyé dans un organisme pour que je fasse 6 semaines, en fait, d'accompagnement. Okay. Mais la dame me dit, mais comment est-ce que vous trouvez un emploi? Vous venez d'arriver. Je dis, mais j'ai commencé à faire mes affaires, puis c'était un premier emploi. Ben, oui, c'était pas dans mon truc, mais c'était chez L'Oréal, mais c'était quand même un travail qui était bien payé, mais bon, c'était pas dans mon domaine d'expertise. Mais en tout cas, ça vaut mieux que de se dire que ça fonctionne pas. Donc, et aussi par rapport, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui bloque beaucoup la communauté noire souvent, c'est qu'on a tendance à se mettre en situation d'infériorité en tant que telle. Parce que j'ai déjà vu cette situation avec beaucoup de personnes. Une fois, j'accompagnais une jeune fille qui était venue du Cameroun. Et puis, elle a vu un poste à la ville de Montréal. Et puis, le poste, c'est son truc. Moi, je lui envoie le poste. Elle dit, ah, M. Bourama, je ne pense pas que je vais appliquer pour le poste. Je dis, pourquoi? Ben, c'est la ville de Montréal, et puis moi je suis noire. Elle s'est mise des barrières déjà. Ouais, donc elle se met carrément elle-même des barrières. Moi je dis, vous savez très bien que quand je dis que la responsabilité est l'intégration ou l'inclusion est une responsabilité partagée, il y a l'immigrant qui a son rôle à jouer, mais la société québécoise aussi a son rôle à jouer. Et la société québécoise, la politique québécoise met beaucoup de choses pour les immigrants en tant que tels. Un exemple très simple, il y a des politiques de discrimination que la ville de Montréal fait. Souvent, il y a des postes à la ville de Montréal ou au gouvernement, par exemple, provincial. C'est que quand vous êtes immigrant, quand vous appliquez sur ces postes et qu'il y a un Québécois qui applique, souvent, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir le poste parce qu'il veut de la diversité par rapport à ça. Donc, ce qui fait que la ville de Montréal a des politiques concernant la diversité en tant que... Donc, ce qui fait que, moi, j'ai dit aux immigrants, quand vous arrivez au Québec, quand vous voulez vous intégrer à la société québécoise, ben, c'est vous qui devez aller prendre votre place en tant que tel. Personne ne va dire, ben, Christine, voilà ta place, prends-la. Non, c'est à vous d'aller chercher votre place. C'est à vous d'avoir confiance en vous, de savoir comment ça fonctionne. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup noté, c'est que il y a très peu de solidarité dans la communauté noire aussi. Ça, je le dis parce que les informations, ça circule pas. Un exemple très simple, j'avais accompagné une jeune fille, elle connaissait quelqu'un qui travaille chez Desjardins. Et puis, elle lui pose la question, mais moi, je voulais travailler chez Desjardins, comment toi, tu as fait? Et la fille, elle a fait toutes sortes de gymnastiques pour ne pas lui expliquer la bonne façon. Ben, la fille, ben, finalement, c'est quelqu'un qui lui a dit, ben, si tu cherches un emploi, ben, appelle M. Bourama Keïta parce que ben, peut-être il peut t'aider, tout ça. Et puis, moi, je la reçois et puis je dis, mais ok, ben, qu'est-ce que je peux faire pour moi? J'ai fait des études en finance, je vais travailler chez Desjardins, mais j'ai une amie, et puis, ben, je dis, ben, elle m'explique pas comment elle trouvé un emploi chez Desjardins, comment ça se passe, tout ça. Moi, je dis, ben, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Je dis, ok, on va faire comment ça se passe. Elle me dit, j'ai appliqué sur beaucoup de postes chez Desjardins, ça fonctionne pas. Je dis, ok. Si ça ne fonctionne pas, moi, le seul conseil que je te donne, c'est qu'aujourd'hui, tes outils de recherche d'emploi, ça ne fonctionne pas. Moi, personnellement, si je vois tes CV et tu appliques chez Desjardins, avec ça, ça ne fonctionne pas. Ton CV n'est pas mis en valeur. Les compétences, les qualifications, les postes pour lesquels tu appliques, c'est pas bien mis en valeur. Donc, on fait un travail de reshaping, en fait. On travaille sur les offres d'emploi. On travaille sur le CV. On travaille sur le profil LinkedIn. On travaille sur son réseau. On travaille sur ses contacts. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, je suis coach en développement de carrière, mais je suis aussi agent de mobilisation. J'ai beaucoup de recruteurs, en fait, qui travaillent avec dans beaucoup de domaines. Je réfère des gens pour plein de postes. J'ai dit, mais je connais Mme Vandenberg qui travaille chez Desjardins. On va lui référer ton CV. Je réfère le CV et qu'est-ce que j'appelle Mme Vandenberg. Je dis, ben, j'ai telle personne qui a tel profil et puis qui veut travailler chez Desjardins. Ok, M. Bourama, on va regarder son CV et puis on l'appelle. 3 jours après, elle l'appelle pour passer une entrevue. Je dis, ben, viens au Carrefour, on fait la simulation. Elle travaille aujourd'hui chez Desjardins. Donc, ce qui fait qu'il faut juste comprendre le fonctionnement du marché du travail. Mais souvent, dans la communauté noire, les informations, on n'a pas envie de donner les informations. L'information ne circule pas. C'est ça, les gens qui connaissent des gens ne vont pas nécessairement, ils vont pas nécessairement te les référer. Donc, tu peux tourner en rond sans savoir comment le processus fonctionne. Et tout. Mais en fait, moi, j'ai une question par rapport à ça. Selon vous, en fait, le fait que justement le processus, en tout cas, le processus que l'information ne circule pas, est-ce que c'est est-ce que c'est lié au fait à la peur de perdre un emploi, à la peur de perdre en fait la ressource en fait qui a fourni l'emploi? Selon vous, c'est lié à quoi à peu près? Ça pourrait être lié à Moi, je serais un peu méchant, mais je pense que c'est de la mauvaise foi en tant que tel, parce qu'on veut pas forcément. Moi, je suis arrivé au Québec et j'ai souffert. Il faut que l'autre personne aussi, elle souffre. Alors que c'est pas du tout dans cette optique qu'il faut réfléchir. Parce que ici au Québec, moi, je vous explique, le marché du travail au Québec avant la pandémie, les offres d'emploi visibles, c'est-à-dire les offres d'emploi qu'on voit sur les sites Internet, dans les pavillards, c'est à peu près 30 à 40% des offres d'emploi. La grosse majorité des offres d'emploi, les 60 à 70% des offres d'emploi avant la pandémie, c'était dans ce qu'on appelle le marché caché.
Le marché caché au Québec, c'est 60 à 70% des offres d'emploi. Parce qu'on dit au Québec, le processus de recrutement, Christine, elle doit le connaître parce qu'elle travaille dans le domaine des ressources humaines, le coût moyen des recrutements au Québec, c'est 4 000 $. Donc, ce qui fait que 4 000 $, c'est pas toutes les entreprises qui veulent mettre 4 000 $ pour recruter quelqu'un. Parce que pour publier une offre d'emploi, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. On prend les CV, on trie les CV, on fait les entrevues, on forme la personne pour la première semaine. C'est trop long. Alors qu'ici au Québec, on sait que le temps moyen pour changer de job, c'est quoi? C'est 2 ans. Et quand on travaille, ça fait 2 ans, changer de job, démissionner, c'est quoi? 1 semaine de préavis, maximum 2 semaines si on est gentil avec l'employeur. Mais si on doit remplacer quelqu'un en 1 semaine, est-ce que moi, j'ai le temps de publier une offre d'emploi? Est-ce que j'ai le temps pendant 1 mois, de recevoir des CV, de faire des entrevues? Non. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je dis, vraiment, je cherche quelqu'un qui a tel profil. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont tel profil? Parce que nous, il y a Christine qui a démissionné, on doit remplacer Christine, donc, dans l'urgence. Donc, si moi, je connais quelqu'un qui a le profil de Christine, qu'est-ce qui se passe? Je réfère le CV, la personne regarde, ah, waouh! La personne appelle, donc, le candidat, et puis voilà, et puis fixe un rendez-vous, et ça se passe très bien. Je vois son profil qui est super fun. Et qu'est-ce qui est vraiment important ici au Québec? Ce n'est pas le CV qui compte, mais c'est la référence. Moi, je connais Bourama, je lui fais confiance. Bourama me réfère le CV de Jean-Pierre, de Pierre, de Christine, de peu importe. Donc, je fais confiance à la candidature de la personne parce que Bourama a référé le candidat. Donc, vous voyez un peu comment fonctionne le marché du travail. Et il faut dire la vérité, c'est que 75% des personnes qui appliquent sur les postes n'ont pas de réponse. Parce que quand vous appliquez, on dit qu'il y a 70% des chercheurs d'emploi qui appliquent sur 30% des offres d'emploi. C'est pour ça qu'on dit que la recherche d'emploi, c'est une compétition. Parce que quand une offre d'emploi est publiée, n'importe qui peut publier, peut postuler sur le poste. Donc, s'il y a 25, 30, 50 personnes qui appliquent sur le poste, je cherche 1 personne ou 2 personnes. Souvent, je n'ai pas le temps de regarder tous les CV pour passer au travers. Je vais juste prendre 2, 3, 4 et puis après, ou 10 personnes, 10 CV maximum. Donc, c'est pour ça que souvent les gens disent, ah, j'ai appliqué, j'ai pas eu de réponse. Et sachant, donc, excuse-moi, oui. Et sachant que quelquefois, dépendamment des entreprises, ils vont afficher l'offre sur le site internet, mais ils ont déjà peut-être le candidat qui est connu à l'interne. Oui. Mais ils le font juste parce que il faut respecter le processus de recrutement. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, parce que souvent le poste est affiché et avant que la date officielle arrive, ils trouvent le candidat qui est référé par quelqu'un. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont continuer à recevoir les CV parce qu'ils ne vont pas juste supprimer l'offre d'emploi parce que la date limite n'est pas arrivée. Donc c'est qu'il y a tout un processus qu'il faut comprendre. Et souvent les gens disent, ah, j'ai appliqué pour tel poste, je n'ai pas été appelé parce que je suis immigrant, je suis noir, Non, parce que le processus de recrutement, ils ne comprennent pas le processus en tant que tel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la discrimination, il y a certains employeurs qui ne le font pas. Non, mais de façon générale, et souvent, qu'est-ce que je remarque? Il y a beaucoup d'immigrants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste sur le site internet, ils appliquent. Mais sauf que la probabilité, quand vous appliquez sur un poste, que vous soyez appelé en tant que tel, avec toute la méthodologie de recrutement qui change, parce que le système de recrutement change. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des algorithmes de tri de CV. Il y a ce qu'on appelle la méthode ATS. Donc, ce qui fait que souvent, vous appliquez sur un poste, parce qu'il y a des mots-clés, il y a des systèmes qui font que finalement, votre CV n'est même pas transmis à la personne parce que votre CV, il va directement à la poubelle. Parce que votre CV ne passe pas les paramètres que l'employeur a mis en avant. Si moi, je cherche les ressources humaines, par exemple, je vais mettre diplôme en ressources humaines, 3 années d'expérience, bilingue ou peut-être, je sais pas, je vais mettre toutes sortes d'algorithmes qui font que si le CV ne passe pas ces paramètres-là, vous avez appliqué, vous avez pris 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, je ne sais pas, pour appliquer, mais vous avez appliqué pour rien parce que l'employeur ne va même pas recevoir votre CV. On ne va pas vous le dire parce qu'avec le système ATS, c'est le système de tri automatique avec des mots-clés en tant que temps. Donc, ce qui fait que les gens disent, ah, j'ai appliqué pour 50 offres d'emploi, je n'ai pas reçu de réponse. Mais sauf que ce n'est pas la bonne façon en tant que telle. Parce que quand vous appliquez sur un poste qui vous intéresse, moi, le conseil que je vous donne, on va parler de réseautage aussi, mais c'est ce qu'on appelle des suivis professionnels en tant que tel. Il faut toujours s'assurer, est-ce que j'ai appliqué pour le poste? Parce que dans la recherche d'emploi au Québec, il y a seulement 10% des chercheurs d'emploi qui font ce qu'on appelle un suivi. C'est-à-dire, je vois un poste qui m'intéresse dans une compagnie, j'applique sur le poste. Après, dans 24 à 48 heures, je prends mon téléphone et j'appelle. Bonjour, je m'appelle Bourama Keïta, j'ai vu votre offre d'emploi, j'aimerais juste savoir, j'ai appliqué sur le poste, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez bien reçu ma candidature ou pas? Ça permet d'établir un premier contact, en fait. Donc, c'est que vous vous démarquez de la concurrence. Parce que il y a seulement 10% des candidats qui font ça. Et souvent, quand vous faites ça, pour les employeurs, c'est quoi? C'est un signe de motivation. C'est un signe d'intérêt. Donc, c'est que l'employeur va dire que, vraiment, il est appliqué sur le poste.
Et il appelle pour faire un suivi, donc il est sûr que on a reçu sa candidature, donc ce qui fait que ça donne toutes les cartes en fait à la personne pour dire, ben, même si il y a tout un tas de CV, je vais quand même chercher, ok, c'est quel est le CV, vraiment, c'est où son CV, au moins ça me donne envie d'aller regarder son profil. Donc ce qui fait qu'on on se démarque de la concurrence en tant que telle. Donc moi je pense que qu'est-ce qui complexifie l'intégration de la communauté noire de façon générale, c'est que il y a une méconnaissance de méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Comment je fais de la recherche d'emploi de façon efficace en tant que telle? Quand je suis ingénieur, il n'y a pas longtemps, c'était avant la pandémie, Oui. j'ai accompagné un ingénieur qui était venu du Cameroun. Et puis, il a dit, ah, M. Bourama, oui, on m'a dit ici, l'ordre des ingénieurs ne va pas reconnaître votre diplôme. J'ai dit, qui vous a dit ça? Ben, c'est les amis qui m'ont dit, est-ce que vos amis sont des ingénieurs au Québec? Est-ce qu'ils connaissent le système? Comment ça fonctionne? J'ai dit, OK, la première des choses que je te conseille, peu importe ton diplôme, qu'il soit du Cameroun, peu importe, contacte l'ordre des ingénieurs et demande, OK, avec mon diplôme, quel est le processus pour que je puisse faire une demande d'admission à l'ordre des ingénieurs du Québec? Okay. Ils lui ont expliqué, ils lui ont dit, ben, par rapport à votre diplôme, voilà qu'est-ce qu'il y a à faire, voilà qu'est-ce qu'il y a à faire. Peut-être qu'il y a telle formation qu'il faut compléter parce qu'avec votre diplôme, tout ça. Donc, quand on vous dit ça, ce n'est pas que votre diplôme n'est pas reconnu, mais il y a des normes de la suite. Parce que quand vous faites une formation au Cameroun et quand vous faites une formation au Sénégal, vous faites une formation, c'est pas le même contenu qu'au Québec. Parce qu'il y a des normes dans certains domaines, dans des trucs. Donc, ce qui fait que souvent, le Québec va vous demander d'aller juste faire des mises à jour, d'aller faire des... Donc, c'est important. Et moi, je dis, qu'est-ce qui est important par rapport à ça? Quand on arrive et qu'on veut s'intégrer dans un domaine bien déterminé, il faut avoir ce qu'on appelle un plan d'action. Lui, qu'est-ce que moi je lui ai dit? Si vous ne pouvez pas être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, parce que on lui a dit, il faut qu'il fasse un processus et ça peut lui prendre une année. Je dis, OK, tu ne vas pas attendre une année pour être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. J'ai dit, OK, on va chercher ce qu'on appelle un plan B. Le plan B, c'est quoi? S'il ne peut pas être ingénieur au Québec, quel emploi il peut occuper avec son diplôme d'ingénieur du Cameroun? Ça peut être un poste de chargé de projet, ça peut être un poste, peu importe, mais de chercher quelque chose, il ne va pas chercher un emploi avec le titre ingénieur. Mais c'est de chercher un emploi qui est moins qualifié que le titre d'ingénieur, qui lui permet d'avoir de l'expérience sur le marché de l'emploi et en même temps, il poursuit son processus avec l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le jour où il a le titre de l'ordre des ingénieurs, il peut chercher un emploi d'ingénieur. Au moins, il ne va pas attendre une année. Donc, c'est là où c'est vraiment important quand on est immigrant de façon générale, c'est d'avoir un plan d'action. Un exemple très simple, je suis ingénieur. Bon, je ne peux pas être membre de l'ordre des ingénieurs, donc je vais attendre une année parce que le processus il est long. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un plan B. Le plan B, c'est, je ne sais pas quoi, chercher un poste de chargé de projet dans la construction, dans peu importe, dans le génie, peu importe. Ou je peux faire ce qu'on appelle un plan C. Le plan C, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un plan alimentaire. Parce que quand on arrive de son pays, quand on arrive, on est immigrant, ben, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Et souvent, si notre diplôme n'est pas reconnu, qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà vu des immigrants qui prennent des emplois sous-qualifiés, des emplois, ils ont quand même des baccalauréats, des maîtrises dans leur pays. Ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent dans des fabriques, ils travaillent chez McDonald's. Je ne dis pas que ce n'est pas important de travailler chez McDonald's, mais ils travaillent dans toutes sortes de jobs, en fait. C'est ce qu'on appelle des jobs alimentaires, ce qu'ils appellent les jobines. Et sauf que quand vous avez votre diplôme, vous restez 2 ans, 3 ans, ben, finalement, votre diplôme, il ne sert pas grand-chose. C'est vrai, c'est vrai. Je rigole depuis tantôt parce que, pour la petite anecdote, en fait, Monsieur Bourama, en fait, c'était mon conseiller en emploi. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi. Je suis revenue, en fait, au Québec, puis j'avais perdu mon ancien emploi. Donc, j'ai contacté Monsieur Bourama pour ma recherche d'emploi. Et je rigole parce que j'avais pas de plan. J'avais pas de plan dans le sens où ben, je me contentais, je me disais, OK, mon CV est bon, ma lettre est bonne. Et j'envoyais des CV par jour. Je me disais, OK, aujourd'hui, il faut que j'envoie 10, 15 CV, et puis voilà. Avec Bourama, en fait, je lui ai expliqué ben, c'était quoi le type de poste que je recherchais. Et on est vraiment reparti du début, en fait. Non, Bourama, on va faire le CV. exact. Mais avant ça, Bourama m'a demandé, OK, Christine, c'est quoi ton plan? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton objectif? Fait qu'on a vraiment refait un bilan professionnel. Puis, il m'a vraiment aidé à comment refaire le CV, comment refaire la lettre de motivation, comment refaire le profil sur LinkedIn et tout. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que c'était des choses que, oui, je faisais avant, mais je ne le faisais pas vraiment de la bonne façon. Donc, oui, je pouvais me contenter d'envoyer 10, 15 CV par jour, mais le résultat n'était pas là à la fin de la journée parce que je n'adoptais pas les bonnes stratégies. Et on s'entend qu'en période de pandémie, ça a été difficile. Donc, si je n'avais pas les bonnes stratégies, aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas eu l'emploi que je recherchais. Donc,
Monsieur Bourama m'a beaucoup aidé dans ma recherche d'emploi, puisque j'ai vraiment aimé, c'était le fait que il était en mesure de faire vraiment des suivis très personnalisés. Et puis, il m'a donné vraiment beaucoup d'astuces pour me démarquer sur le marché du travail, parce qu'il y a énormément de concurrence sur le marché. Non, effectivement, il y en a assez. En fait, le plus, c'est dans tous les domaines. C'est même pas un domaine en particulier. Il y a assez de concurrence. Et si on n'a pas de plan, de stratégie ou, en fait, une manière de procéder en tant que tel, ça va être assez compliqué, en tout cas, pour trouver quelque chose. Mais en tout cas, le problème en soi, je ne sais pas si on peut dire que c'est un problème, mais lorsqu'on vient en fait, on vient à peine d'immigrer. Le premier problème qu'on rencontre, c'est justement comment je fais pour vivre, comment je fais pour subvenir à mes besoins. Je pense que, en tout cas, des fois, le fait d'avoir des job-ins en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faut pas rester dans cette optique et uniquement tomber sur, ah ok, d'accord, je vais juste prendre un emploi pour avoir de l'argent, juste pour subvenir à mes besoins temporairement, et puis après, je vais faire autre chose. En fait, c'est là le problème. En fait, c'est pas rester, en fait, de pas. C'est à double tranchant, en fait. C'est à double tranchant parce qu'on peut rester dans. Ok, ben j'aime bien le petit travail que j'ai. J'aime bien ma petite jobine là. Et puis bon, ça va. Je suis confortable là. Je peux subvenir à mes besoins. En fait, c'est là le piège. De ne pas rester justement dans cette optique que. En fait, je veux juste me contenter de ça. Et puis bon, c'est ça, c'est tout. Rien d'autre, quoi. Tu te dis chaque 2 semaines le compte bancaire sur. Oui. Ben, moi, je pense que qu'est-ce qui est vraiment important, parce que Christine a dit quelque chose de très important, parce qu'il faut avoir un plan. C'est ce qu'on appelle un plan d'action. Quand j'arrive, il faut que je me détermine un plan d'action, c'est-à-dire mon objectif prioritaire, c'est d'être ingénieur au Québec. Après, le plan B, après, le plan C. On est tous d'accord que quand on arrive au Québec, on doit travailler parce qu'on doit payer son loyer, on doit nourrir sa famille, peu importe, ou même peut-être envoyer de l'argent dans sa famille ou en Afrique, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est quand on a un plan d'action, il faut avoir un délai pour chaque plan d'action. Même si vous prenez un job-in, c'est-à-dire je prends un emploi alimentaire, je sais pas quoi, dans une fabrique ou dans un restaurant, peu importe, il faut qu'on se donne un délai en tant que tel. Parce que, même si j'aime pas le terme, ici au Québec, qu'est-ce qui est vraiment important que les immigrants doivent comprendre? Souvent, la difficulté, c'est quoi? C'est que il faut souvent une première expérience de travail au Québec. La première expérience québécoise dans son domaine, c'est crucial en tant que tel. Donc, ce qui fait que j'ai déjà vu des gens qui viennent, qui travaillent, qui pensent que oui, ben, j'ai déjà travaillé chez McDonald's, c'est largement suffisant. Oui, c'est une expérience québécoise, mais si ce n'est pas dans votre domaine d'expertise et que ça fait des années que vous n'avez pas travaillé dans votre domaine, c'est vraiment compliqué en tant que tel. Une fois, j'ai accompagné un Haïtien qui venait d'arriver. Ça faisait 2-3 ans qu'il était là et il travaillait dans une fabrique il faisait 12 heures par jour et puis, et il avait fait une maîtrise de gestion des établissements hospitaliers en fait en Haïti. Donc, il était même directeur, je sais pas quoi, où il gérait un hôpital, où il travaille Et là, je le rencontre et puis il dit, il est là, ça fait des trucs. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites dans ces genres d'emploi? Il dit, mais on m'a dit que mon diplôme haïtien, il n'est pas reconnu. Et puis j'ai dit, mais qui vous a dit ça? Donc, moi, je l'ai accompagné. Moi, je l'ai accompagné. Je dis, OK, la chose la plus importante, je ne vous dis pas forcément que vous allez avoir un poste de responsabilité dans un hôpital ici. Mais il faut que vous commenciez à quitter ce milieu-là, qui n'est pas votre domaine d'expertise. Commencez à rentrer dans le milieu hospitalier. On a fait des trucs. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé un poste. Moi, je l'ai accompagné. Et puis, avec le directeur, avec le recruteur, en fait, c'était Rémi, en fait, qui était responsable, en fait, du recrutement du sud, de l'est de Montréal. On a répété tout le processus et on a appliqué sur des postes dans le domaine administratif. Donc, c'est par là qu'il est rentré. Okay. Donc, il a pu trouver, imaginez, il a quitté quand même le milieu des entrepôts, des manufactures et il est rentré, aujourd'hui, il travaille à l'hôpital Maisonneuve de Rosemont. Okay. Donc, qu'est-ce que moi je lui dis? Donc, ce qui fait que le plus important, c'est de commencer à rentrer. Et une fois qu'on rentre maintenant, nous, on fait aussi du coaching pour comment améliorer sa carrière en tant que tel. Parce que ce n'est pas juste de rentrer dans un emploi, parce que c'est quelqu'un qui a une maîtrise, qui était responsable dans un hôpital, mais il commence par, il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut rentrer d'abord. Maintenant, quand je rentre, il faut voir, OK, quelles sont les différentes techniques pour que je puisse améliorer ma carrière, pour que je puisse augmenter, pour que je puisse avoir des postes de responsabilité. Donc, il y a tout ce processus qu'on fait. Donc, souvent, les immigrants, quand ils arrivent, qu'est-ce que moi, je remarque souvent à la communauté noire, c'est qu'il y a un manque de soutien dans l'entourage en tant que tel. Ça, c'est très flagrant.
il y a souvent une méconnaissance des ressources, en fait, parce qu'ils savent pas qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les ressources qui peuvent m'aider, en fait, même si, oui, il y a l'immigration qui met des ressources, il y a toutes sortes d'organismes, en fait, qui sont gratuits en tant que tel, parce que moi, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi, mais nous, on est financé par Service Québec, Emploi Québec, donc tous les services, quand on est citoyen canadien, réfugié accepté ou résident permanent, tous les services sont gratuits en tant que tel. Donc, il y a une méconnaissance des ressources. Après, il y a ce qu'on appelle, il y a une méconnaissance du marché du travail au Québec et quelles sont les bonnes stratégies pour que je dois m'intégrer au marché de l'emploi au Québec. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup constaté aussi, c'est qu'il y a un manque de confiance des immigrants en tant que tel. C'est-à-dire qu'on se met dans des situations d'infériorité, des situations, je viens d'Afrique, mon diplôme, c'est là, mes expériences. Okay, oui? Non, mais en fait, je n'avais pas compris. En fait, je pense que j'ai compris autre chose. Donc, c'est un manque de confiance que nous-mêmes, en fait, on se met comme barrière directement. C'est ça. Et ce qui amène ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les blocages psychologiques, en fait. Parce que je viens d'Afrique, je suis moins compétent ou j'ai moins de qualifications ou souvent, il m'arrive souvent c'est comme si, il y a certaines personnes, c'est comme si je dois les convaincre qu'ils ont les bonnes compétences pour travailler sur le marché de l'emploi au Québec. Alors que souvent ici au Québec, qu'est-ce qui est vraiment important? Quand on parle de connaissance de soi, souvent ici au Québec, on parle de 3 éléments. On parle du savoir, donc tout ce qui est diplôme, compétences, qualifications. On parle du savoir-faire, c'est qu'est-ce que moi je suis capable de faire dans le cadre de mon travail, mes compétences, mes qualifications. Et il y a ce qu'on appelle mon savoir-être, qui est ma personnalité en tant que telle. Et souvent, quand on demande aux recruteurs quels sont les 3 éléments, parmi ces 3 éléments, quel est le plus important? Souvent, les gens qui ont une culture francophone, les gens qui ont une culture française, entre guillemets, ils ont tendance à parler du diplôme en premier. Okay. Mais sauf qu'au Québec, ce n'est pas le diplôme qui est le plus important. C'est l'expérience. C'est l'expérience et le savoir-être plus le diplôme. Donc, oui, c'est sûr et certain que si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas travailler comme infirmier, ingénieur. Oui, le diplôme, c'est une sorte de gage de compétence en tant que tel. Mais on peut avoir un diplôme et être incompétent, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, ce qui fait que pour les recruteurs au Québec, oui, c'est la qualification, la compétence qui est vraiment importante, la personnalité. Et après, c'est complété par le diplôme. Donc, souvent, les gens qui viennent d'Afrique francophone, ben oui, le diplôme, j'ai telle maîtrise, j'ai telle maîtrise, j'ai telle maîtrise. Mais ici, au Québec, vous allez voir des gens qui ont des postes de responsabilité, ils n'ont pas de diplôme universitaire. Parce qu'ils ont commencé à travailler très tôt et ils sont rentrés sur le marché de l'emploi et ils gravissent les échelons sans pour autant avoir des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats. Non. Donc, ce qui fait qu'il faut comprendre le fonctionnement du marché du travail. Le diplôme, ce n'est pas ça le plus important pour beaucoup de recruteurs. Il faut comprendre le fonctionnement du marché du travail. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le plus important, c'est de rentrer en tant que tel. Donc, les immigrants, les difficultés sont nombreuses en tant que telles. C'est sûr que oui, on peut parler donc de difficultés structurelles. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle le racisme systémique. On peut parler de discrimination. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre ces blocages psychologiques dès le départ en tant que tel. Parce que si le Québec nous a choisi, si on est au Québec, c'est qu'on a notre place en tant que tel. Mais après, ça dépend comment moi je fais. Parce que moi, qu'est-ce qui est vraiment important? Aujourd'hui, vous regardez tous les domaines d'expertise au Québec. Dans quel domaine vous ne voyez pas d'immigrants? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. En tout cas, je ne vois pas. Parce qu'ils font tout en sorte, comme tu mentionnais tantôt, au niveau de la diversité, ils ont un quota à respecter au niveau de l'immigration. Donc, c'est sûr qu'ils essayent de trouver un moyen d'inclure la communauté noire dans différents postes, en fait. C'est ça, parce que, par exemple, moi, j'ai des contacts à la ville de Montréal où ils ont carrément des départements sur l'inclusion, sur l'intégration. Et souvent, il y a des gens qui me posent la question, si je dois appliquer pour un poste au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, à la ville de Montréal, souvent, il y a ce qu'on appelle des cases qui vont vous demander est-ce que vous êtes partie d'une minorité visible, est-ce que vous faites partie de tel truc, est-ce que vous faites... Donc, moi, je dis à mes patients, cochez ces cases-là. Parce que si on vous le demande, ce n'est pas pour vous éliminer. Parce que souvent, c'est avantageux de cocher ces cases parce que dans n'importe quel de ces ministères ou à la ville de Montréal, souvent, ils cherchent des gens, mais ils veulent, par exemple, s'il y a un Québécois qui applique, il y a un Africain, un Noir qui applique, pour les quotas d'immigration, pour la diversité de la ville de Montréal, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir, à compétences égales, ils vont choisir le Noir que le Québécois, en fait. Parce qu'ils veulent qu'il y ait beaucoup plus d'immigrants qui soient dans les structures, en fait. Donc, souvent, c'est très important de cocher ces cases-là. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très important de connaître le fonctionnement du marché du travail. Et moi, je dis, quand vous êtes immigrant au Québec, il est vraiment important de mettre toutes les chances de votre côté et d'avoir confiance en soi, de connaître le fonctionnement du marché du travail. Et cela vous donne
en fait, toutes les cartes pour intégrer le marché du travail de façon correcte parce que moi, j'accompagne les immigrants dans tous les domaines d'expertise et avec la bonne stratégie, la bonne façon de faire, souvent, on arrive à réussir. Et souvent, qu'est-ce que moi, je constate souvent aussi avec les immigrants, c'est que ici au Québec, la différence fondamentale pour quelqu'un qui, moi, personnellement, si je me dis je change d'emploi aujourd'hui, je me donne une semaine, je sais que je vais changer d'emploi. Parce que il y a ce qu'on appelle le réseau en tant que tel. Parce que ce que les gens oublient en tant que tel, c'est que pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui veut se bâtir une carrière au Québec, sa mine d'or, c'est quoi? C'est son réseau de contacts. Comment est-ce qu'on se bâtit un réseau de contacts? C'est très important d'avoir ce qu'on appelle un réseau dans son domaine d'expertise. Moi, par exemple, quand Christine me dit je cherche un poste dans les ressources humaines, je dis mais Christine, tu connais qui? Qui te connaît? Donc, c'est très important de savoir quel est notre niveau. C'est sûr et certain que le réseau, on ne le bâtit pas en une journée. Donc, c'est très important de se dire, OK, j'arrive au Québec, je vais être ingénieur, je veux travailler dans tel domaine, je veux travailler dans tel domaine d'expertise. Donc, la première des choses, c'est de me bâtir ce qu'on appelle un réseau de contacts. Parce que quand on fait de la recherche d'emploi, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de faire ce qu'on appelle du marketing de soi. Parce que quand on se cherche un emploi, même si j'aime pas le terme qui est un peu mercantile, il faut se voir comme un produit qu'on veut vendre en tant que tel. Parce que on est dans une sorte de compétition. Peu importe les compétences de Christine, peu importe les compétences de José, peu importe ses qualifications, si les employeurs ne le connaissent pas, ben, vous n'existez pas. Quand vous n'existez pas, ben, vous ne faites pas partie de la concurrence. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté pour savoir que moi, José, moi, Christine, ben, j'ai telle compétence, j'ai telle qualification. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle du marketing de soi. Et on le fait comment? Avec le réseau. Et comment est-ce qu'on développe son réseau? Oui? J'ai une question pour toi, Bourama. Là, on parle de réseau, mais admettons, par exemple, on prend le cas de quelqu'un qui vient d'immigrer au Québec, ça fait, je ne sais pas, 2-3 mois, et qui tombe en pleine pandémie comme ça. Avant, tu vois, il y avait souvent les 5 à 7, les déjeuners de réseautage qui se faisaient. Mais quelqu'un, par exemple, qui vient d'arriver il y a 2-3 mois en pleine pandémie, comment il fait pour se créer un réseau? C'est très simple en fait. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que moi je dis comment est-ce qu'on se bâtit un réseau. Il y a des réseaux, il y a par exemple LinkedIn, par exemple, qui peut être un bon moyen de se bâtir un réseau de contacts. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Moi je dis, pour LinkedIn, pour moi, c'est un outil tellement important. Soit on l'utilise au maximum, soit on l'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Mais soit il y a des gens qui ont des profils LinkedIn, pas de photos, rien du tout, avec des titres en recherche d'emploi, c'est des choses. Non, j'ai dit, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut. Non, ça va pas passer inaperçu, ça c'est sûr. Mais bon. C'est ça. Donc, il faut créer un vrai profil professionnel en tant que tel, un profil complet. Ça, donc, c'est sûr qu'en temps de pandémie, LinkedIn devient un moyen très important de se bâtir un réseau. Et quand on veut se bâtir un réseau sur LinkedIn, il faut avoir 2 niveaux de réseau. Il y a ce qu'on appelle le noyau. Le noyau, c'est quoi? Je cherche un poste en ressources humaines, donc je vais me bâtir un max de contacts en fait dans mon noyau qui soient des personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines. Et comment je vais contacter ces gens-là? C'est que je peux me faire, par exemple, une liste de 10-15 compagnies qui m'intéressent. Par exemple, je vais travailler chez Hydro-Québec, je vais travailler chez Desjardins, je vais travailler, je ne sais pas. Donc, je fais une liste de compagnies. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher des personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines dans ces compagnies-là. Ici, ce n'est pas un problème d'aller chercher des gens, même si on ne les connaît pas. Donc, moi, par exemple, je cherche à travailler chez Desjardins, je vais, par exemple, contacter des gens qui travaillent chez Desjardins. Mais il faut faire ce qu'on appelle des invitations personnalisées, au lieu de faire des invitations, parce que souvent, les gens vont sur LinkedIn, invitation, invitation, invitation. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut faire ce qu'on appelle des invitations personnalisées. Je sais pas, je m'appelle Bourama, par exemple, on peut écrire un petit message. Bourama Keïta, diplômé en finance, 2 années d'expérience dans le domaine bancaire. Je cherche à vous, je vous invite à rejoindre mon réseau de contacts. Et là, quelqu'un qui travaille dans une banque, ah, Bourama, ben oui, il a un diplôme en finance, il a 2 ans d'expérience et il cherche à m'inviter. Donc déjà, la personne, ça fait tomber les barrières un peu. Ah, ok, ben je vois son profil. Donc, parce que n'importe quelle personne, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, on ne parle pas souvent des ressources humaines. On parle de ce qu'on appelle attraction de talent. Okay. Pourquoi on parle d'attraction de talent? Parce que n'importe quelle compagnie aujourd'hui, on est dans une société où le vieillissement, les gens qui partent à la retraite, on veut attirer les jeunes pour avoir de la main-d'œuvre, pour facilement avoir de la possibilité à remplacer des gens qui travaillent dans les compagnies. Donc, quand les gens s'intéressent à les compagnies, ils deviennent ce qu'on appelle des ressources humaines, en fait, qu'il faut savoir garder. Donc, ce qui fait que quand vous contactez quelqu'un avec de l'invitation personnalisée, la personne va toujours vous voir un peu dans sa tête en tant que telle. Et ça dépend comment est-ce que vous faites.
comment est-ce que ça ne suffit pas seulement que la personne vous accepte en tant que telle. Une fois que la personne vous accepte sur LinkedIn, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez le lien avec la personne, vous échangez avec la personne, vous envoyez des messages. Parce que aussi, il faut faire attention, il y a des gens qui sont sur LinkedIn, par exemple, ils ne sont pas actifs tout le temps, ou bien il y en a, ils sont là, ils viennent tous les 6 mois, donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ce genre de personnes. Mais si vous avez des gens à qui vous envoyez des messages, ils répondent, donc vous développez un contact régulier avec ces personnes et ça permet en fait de développer son réseau en tant que tel. Et le conseil que moi je donne à des gens, même quand ils travaillent, il faut qu'ils continuent à développer leur réseau en tant que tel. Parce que ce n'est pas parce que je travaille que je n'ai pas besoin de développer mon réseau. Même quand je travaille, je continue à développer mon réseau. Parce que vous savez très bien qu'ici, au Québec, les gens changent d'emploi tous les 2 ans. Donc, les entreprises au Québec ont un problème de rétention. C'est-à-dire que les gens restent 2 ans, ils changent, 2 ans, ils changent, 2 ans. Parce que ici, quand vous travaillez dans votre domaine d'expertise, après chaque année ou toutes les 2 années, il y a votre valeur marchande qui change en fait sur le marché d'emploi. Parce que si vous travaillez aujourd'hui, vous êtes payé $20 de l'heure. Après 1 année, vous pouvez avoir le même poste ailleurs, 22, $23 de l'heure. Donc, les gens changent d'emploi en fait. Donc, ce qui fait que le développement du réseau, c'est très important. Moi, je dis, la seule chose qui empêche quelqu'un d'être au chômage ici au Québec, c'est le réseau. Quand vous avez un bon réseau de contacts, souvent, vous ne cherchez même pas des emplois. Les gens vont venir vous appeler. Ah, Bourama, est-ce que tu cherches un emploi? Non, je ne cherche pas. Oui, on cherche quelqu'un, ça t'intéresse? Non, je ne cherche pas un emploi. Donc, ce qui fait que c'est parce que vous avez un réseau très important. Donc, ce qui fait que ce que moi je constate, oui, c'est normal, un immigrant qui vient d'arriver, oui, on ne peut pas lui demander d'avoir un réseau fourni, mais il faut commencer à se bâtir un réseau petit à petit, en fait. Donc, il faut commencer à s'intéresser dans son domaine d'expertise. Je suis comptable, je suis infirmier, je sais pas quoi, je travaille dans les ressources humaines, je travaille dans la banque, les finances, peu importe, on commence, OK, quel est mon objectif professionnel aussi au Québec? Quand je viens au Québec, j'immigra au Québec, c'est quoi mon objectif prioritaire? Je veux travailler dans tel domaine. Dans ce cas, il faut que je commence à me bâtir un réseau de contacts. Parce que quand vous n'avez pas un réseau de contacts, ça devient compliqué en fait, parce que si vous vous limitez seulement au fait que je vois des offres d'emploi sur Internet, j'applique, ben, c'est que déjà la concurrence est très importante et je vous ai dit tout à l'heure, il y a 75% des personnes qui appliquent qui n'ont pas de retour par rapport à leurs applications parce que souvent les recruteurs ils regardent pas leur CV, souvent s'il y a beaucoup de la compétence, la concurrence est plus rude et surtout quand on est immigrant, on vient d'arriver, on n'a aucune expérience de travail au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Si on se limite à la concurrence, ben vous partez avec vous ne partez pas sur le même pied d'égalité, en fait, parce que vous arrivez du Sénégal, vous arrivez du Congo, peu importe, et vous appliquez sur des postes où il y a, par exemple, soit c'est des Québécois, soit c'est des immigrants qui ont fait leurs études ici, qui ont déjà une expérience de travail ici. Par rapport à tout ça, vous n'avez aucune chance qu'on vous appelle parce que finalement, on va dire, ben, même si vous avez le diplôme, mais vous n'avez pas d'expérience au Québec. Mais si moi, je vois un immigrant qui a déjà fait ses études au Québec, qui a travaillé au Québec, ben, il connaît le marché du travail, il connaît la réalité. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment important? J'ai vu aussi que il y a certains immigrants aussi qui avaient des problèmes de rétention dans leur emploi. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup par rapport à ça. C'est quoi aussi quand on est immigrant, qu'on arrive au Québec et qu'on commence, parce que nous, on accompagne les gens dans leur processus de recherche d'un emploi, mais notre accompagnement ne s'arrête pas là. Quand la personne commence à travailler aussi, ben, il faut qu'on sache comment ça se passe. Est-ce que, quelles sont les astuces, parce que les codes culturels aussi ne sont pas les mêmes. Le code de management aussi, c'est pas la même chose parce que il y a beaucoup de gens qui viennent dans des pays où c'est le système horizontal en fait, c'est le patron il est en haut et puis après donc il y a une sorte de hiérarchie. Alors que ici au Québec on a tendance à avoir un système de gestion plus à l'horizontale où souvent tu vois même le directeur, tu as l'impression que ce n'est pas le directeur. Donc comment interagir avec la hiérarchie, donc les codes culturels dans le milieu du travail. Donc tout ça c'est des défis en tant que tel parce que même si vous avez un emploi, un exemple très simple, ce n'est pas forcément qu'on est né à l'étranger ou qu'on a des chocs culturels ou qu'on a des difficultés d'intégration. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai accompagné une jeune fille d'origine syrienne, en fait, mais qui est née ici, en fait. Elle était née en Alberta et elle a fait ses études en Alberta et puis elle arrive ici à Montréal. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle avait de la difficulté à s'intégrer, en fait, pour trouver un emploi. Pourquoi? Parce que c'est une jeune fille qui est voilée et qui ne sert pas la mer. Donc, comment une jeune fille qui est, ben, elle est née ici, hein, elle est née au Canada, elle a fait toute sa vie ici, mais elle est arrivée au Québec, ça faisait quelques mois. Donc, elle applique et souvent, on l'appelle pour les entrevues.
Ben, sauf que ça fonctionne pas. Et finalement, elle fait l'entrevue et puis on l'appelle pas, on dit, ben, ça fonctionne pas. À cause Et de ton voile? Oui, parce qu'elle ne serre pas la main. Donc, elle portait le voile et puis elle ne serrait pas la main. Okay. Et puis un jour, moi, je dis, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que ta recherche d'emploi ne fonctionne pas? Tu as fait des études en Alberta, tu as fait des stages dans un hôpital, tu arrives au Québec, tu ne trouves pas un emploi. Donc, qu'est-ce qui se Puis elle passe? me regarde, ben, je dis, c'est ça. Donc, elle me dit, mais M. Bourama, je ne sais pas. Moi, je dis, ben, je vais être très franc avec toi. La religion, ici au Québec, on s'en fout, mais sauf que dans ta situation, ça pose problème. Ouais. Je dis, moi, je lui dis, mais je suis musulman pratiquant, mais ici au Québec, tout le monde se fout de ta religion, mais le fait que tu arrives à une entrevue, parce que c'est vrai que c'était il y a 3 ans, je dis, mais si tu ne serres pas la main ici, ben, les gens, ils vont trouver ça un peu bizarre. Comment tu vas avoir un environnement de travail où tu peux interagir avec des collègues, des choses comme ça, mais si tu ne serres même pas la main, donc tu crées déjà la distance, tu n'es même pas rentré dans la compagnie. Donc, je dis, la religion ne t'interdit pas de serrer la main. Je suis musulman, je suis pratiquant, donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais sauf que pour s'intégrer au marché du travail, il y a des règles, il y a des normes, sauf que c'est des choses, bon, on ne vous dit pas de ne pas être religieux dans votre pratique, il n'y a pas de problème, mais il y a des limites qu'il ne faut pas. Donc, c'est là où on met aussi des blocages à notre intégration au marché de l'emploi. Bon, ça, c'est un exemple que je donne. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Quelques semaines après, qu'est-ce qu'elle arrive? Ben, elle me serre la main. Je dis, OK, ben, bon, elle serre la main. Et aujourd'hui, elle travaille à l'hôpital Juif de Montréal. C'est juste des choses qu'il faut juste... C'était juste le fait qu'elle ne serrait pas la main qu'elle avait. C'est ça, parce qu'elle crée une distance. Parce que, imagine, Christine, moi, je te crois, je te dis, je serre la main, tu dis, non, mais je ne serre pas la main. Ben, la personne va voir ça de façon. Mais c'est sûr qu'en contexte de pandémie, personne ne va serrer la main, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que dans un contexte normal, ça fait partie quand même quand vous allez dans une entrevue, avant la pandémie, ben, la moindre des choses, on se serre la main, bonjour, comment ça va, et puis voilà. Donc, c'est juste établir un contact social en tant que tel, sans forcément rentrer dans le truc, oui, elle porte un voile, donc là, elle crée de la distance alors qu'elle n'est même pas rentrée. Donc, pour moi, c'est très important, quand on est immigrant, il faut comprendre tous les codes culturels en tant que tel. C'est sûr et certain qu'on ne vous demande pas de renier votre foi ou votre pratique, mais sauf qu'il faut savoir qu'est-ce qui est tolérable en tant que tel au Québec, quelle est la marche à suivre dans le milieu professionnel québécois. Donc, souvent, c'est très important. Et aussi, il y avait une question que tu m'avais posée en fait en tant que telle. Comment savoir si une recherche d'emploi fonctionne? Moi, je dis une recherche d'emploi fonctionne du moment que vous avez des entrevues. Moi, je dis si vous avez des retours des employeurs, pour moi, c'est la garantie en fait que votre recherche d'emploi fonctionne en tant que telle. C'est-à-dire que peu importe votre CV, peu importe votre façon de faire, mais si vous envoyez des CV ou vous contactez des recruteurs, des employeurs vous appellent pour vous donner une entrevue, moi je dis ok, votre recherche d'emploi fonctionne. Maintenant, le reste, c'est sûr que c'est vraiment important. L'objectif, c'est de ne pas être juste appelé à l'entrevue. Parce que quand on est appelé à l'entrevue, cela veut dire quoi? C'est que l'employeur vous juge sur 2 choses en tant que telles. L'employeur vous juge sur vos compétences et vos diplômes. Mais l'employeur ne sait pas, Christine, c'est qui, José, c'est qui. Donc, il faut que je valide la personnalité du candidat dans une entrevue. C'est là où les choses vont se jouer aussi. Donc, c'est très important de savoir. Oui? Et se faire une première impression du candidat qui a postulé, en fait. C'est ça. Donc, parce qu'on se rend compte que sur le papier, ben voilà, le candidat, ben il a toutes les compétences, toutes les qualifications. Mais là, qu'est-ce qu'on va valider dans une entrevue? C'est la personnalité du candidat. Comment est-ce qu'elle va fitter dans le poste? Comment est-ce que la personne va nous rassurer qu'elle est la bonne candidate ou le bon candidat par rapport à ce poste-là? Donc, c'est là aussi, c'est très important de maîtriser les codes culturels au niveau des entrevues, parce que même les entrevues, ben, les entrevues au Congo, les entrevues en France, c'est pas la même chose ici au Québec. Une fois, j'ai rencontré une Française qui me dit, elle a passé 2-3 entrevues, puis ça marchait pas. Et puis, à la fin de l'entrevue, elle était sûre d'avoir les jobs parce que les gens sont très, comment dirais-je, les Québécois sont très, comment dirais-je, chaleureux. Et puis elle passe l'entrevue, elle a l'impression que ben, tu as presque le poste. Et après, on l'appelle, non, finalement, ça n'a pas fonctionné parce qu'on a choisi un autre candidat qui a les mêmes plus. En tout cas, elle dit, même, je ne comprends pas. À chaque fois que je fais les entrevues, ça se passe super bien. J'ai de bons feelings. Et puis après, on me dit, je sais pas. Mais je dis, mais il faut juste comprendre quelle est la logique qui se cache derrière. Parce que de façon générale, qu'on le veut ou non, les recruteurs sont dans une démarche aussi de séduction en tant que tel. Ils veulent aussi te donner une bonne image de la compagnie. Ils sont chaleureux, des trucs. Mais c'est à toi d'être focusé sur ta performance en entrevue parce que si tu n'as pas le poste, déjà, l'employeur qui t'appelle pour une entrevue, il sait que tu as les compétences et les qualifications. Donc, ce qui fait que, moi, je dis, un employeur qui t'appelle, si tu n'as pas le poste, c'est que tu n'as pas su répondre
comment dire, t'as pas su rassurer l'employeur sur le fait que tu es le bon candidat ou la bonne candidate, c'est tout. Il faut pas aller voir plus loin. Oui, parce que je suis immigrant, je suis noir. Non, je pense qu'il faut pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il y en a qui disent oui, parce que ben, ils m'ont pas pris, parce que peut-être que je dis ben, il faut pas rentrer dans ces détails-là parce que déjà ils t'ont quand même appelé. Parce que déjà, on sait très bien qu'au Québec, il n'y a pas de photo, mais on peut voir le nom et le prénom déjà sur le CV pour savoir ok, telle personne. Ben, quand on voit par exemple Bourama, c'est sûr qu'on va te dire ben, c'est pas un Québécois là, ça c'est sûr et certain. Donc déjà, si la personne veut t'éliminer, ben, elle n'a pas besoin de prendre le CV. Ben, je vois Bourama, ben, dans ce cas, je le mets de côté. Donc, mais si la personne t'appelle pour te dire, ben, viens dans une entrevue, ben, on veut te rencontrer, cela veut dire quoi? C'est que ton profil l'intéresse en tant que tel. Après, il faut savoir, est-ce que moi, je maîtrise toutes les, comment dirais-je, les codes culturels, les codes de l'entrevue, comment faire une bonne impression, comment rassurer l'employeur sur le fait que parce que c'est pas le même principe en tant que tel. Quand on pose des questions ici au Québec, quelles sont les attentes des employeurs, il faut savoir maîtriser tous ces éléments-là. Donc, pour moi, l'intégration, ça passe aussi par tous ces éléments-là. Il faut comprendre un peu que le système en tant que tel, la recherche d'emploi, c'est une compétition. Il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut se faire valoriser auprès des employeurs. Il faut avoir un réseau. Aussi, il y a quelque chose que je dis souvent ici au Québec qui fonctionne très bien. Souvent, les gens ne le savent pas, mais souvent, on fait ce qu'on appelle des rencontres d'information, même en contexte de pandémie. C'est quoi une rencontre d'information? C'est que moi, par exemple, je sais pas, je cherche un poste dans les ressources humaines. Je sais pas, il y a une compagnie qui m'intéresse. Par exemple, je sais pas comment, n'importe quelle compagnie qui m'intéresse. Je peux aller directement sur le site internet de la compagnie. Je peux chercher des gens qui travaillent là, des personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, des personnes qui peuvent être importantes dans mon processus d'embauche ou mon processus. Donc, je peux faire de la recherche ciblée pour voir, OK, si moi, je veux travailler dans cette compagnie dans le domaine des ressources humaines, quelle est la personne la mieux indiquée pour que j'aille contacter, en fait? Donc, on peut chercher la personne, on peut aller sur le site internet, peu importe, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller, donc, une fois qu'on a ciblé la personne, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la personne ou on envoie un courriel. Mais moi, je dis toujours, il faut tout le temps appeler en premier. Oui, bonjour, je m'appelle Bourama, je suis diplômé en ressources humaines, je m'intéresse beaucoup à votre compagnie. J'aimerais juste savoir, est-ce que c'est possible de vous rencontrer pour discuter pendant 15 minutes par rapport à pour faire ce qu'on appelle une rencontre d'information. C'est très rare que les employeurs ici au Québec disent non. Si on a les bonnes techniques, les bonnes façons de faire, quand on a les bons mots, quand c'est préparé, c'est rare que l'employeur dise non, en fait, parce que ils sont dans une... C'est pour ça que je parle d'attraction de talent. Parce que les entreprises au Québec ont comme consigne, quand les gens s'intéressent à leur compagnie, il faut leur donner un bon feedback, en fait. Ouais. Parce que on est dans du marketing, en fait, on est dans du service à la clientèle. Donc, ce qui fait que quand la personne vous donne un rendez-vous, ben, vraiment, cette semaine, je suis pas disponible, mais est-ce que la semaine prochaine, on peut se prendre rendez-vous, je sais pas quoi, par téléphone, par Zoom, peu importe. Donc, ça se fait très bien. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? La personne, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, elle va essayer de te rencontrer pendant 10-15 minutes, et puis après, on discute, oui, ben, tu as fait quoi comme profil, c'est quoi ton truc, qu'est-ce que tu cherches? Et puis, la personne te pose des questions. Et à la fin, quand ça se passe très bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut juste lui envoyer votre CV. Mais si jamais vous avez un poste de ressources humaines chez vous, n'hésitez pas à me contacter parce que votre compagnie m'intéresse pour telle raison, je sais pas quoi. Et ça me ferait vraiment plaisir de faire partie de votre équipe. Donc, vous envoyez votre CV. Et là, vous venez de vous immiscer au sein de la compagnie en tant que tel. Et vous savez très bien que si vous faites une bonne impression auprès de l'employeur, vous avez démontré vos diplômes, vos compétences, vos qualifications, vous avez fait une excellente impression, si la personne a besoin de quelqu'un en ressources humaines, le premier réflexe de la personne, ça va être quoi? Il va appeler la J'ai déjà rencontré Bourama, donc est-ce qu'on a besoin d'afficher une offre d'emploi pour attendre 1 mois, 2 mois? Mais Bourama, je l'ai déjà rencontré, je le connais, je connais son diplôme, je connais son profil, je connais ses expériences, il m'a fait une bonne impression, je pense que ça peut être un bon candidat pour nous. Dans ce cas, on peut te contacter sans pour autant afficher un poste, en fait. C'est là où on s'immisce dans la vie des entreprises, c'est ce qu'on appelle la rencontre d'information. C'est là où on se démarque dans sa recherche d'emploi, parce que s'il publie une offre d'emploi, et que toi, tu appliques, mais la concurrence va être plus importante parce qu'ils vont avoir l'embarras du choix parce que peut-être qu'il y a 10, 15, 20, 50 personnes qui appliquent et peut-être qu'ils ne vont même pas regarder votre CV. Mais si vous faites le travail en amont et que vous vous insérez dans la vie de la compagnie, ben, s'ils ont un poste, ils vont même pas ils vont même pas publier le poste, en fait. Ils vont, dans un premier temps, vous contacter pour savoir est-ce que vous êtes disponible, est-ce que le poste vous intéresse. On peut faire une entrevue avec vous.
Si ça fonctionne, vous avez le poste. Mais s'ils voient qu'il y a des choses, ça ne fonctionne pas, peut-être c'est un poste plus important, un poste qui demande beaucoup plus de compétences, qualifications, je ne sais pas, peu importe, mais voient que ça ne fonctionne pas avec vous, ben, finalement, peut-être ça peut être un poste pour quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous. Dans ce cas, il peut publier l'offre d'emploi. Mais votre objectif en tant que tel, c'est que il faut vous démarquer en tant que tel. Quand vous êtes dans une recherche d'emploi, c'est qu'il ne faut pas seulement se limiter au fait que je vais attendre qu'il publie une offre d'emploi. Parce que ici au Québec, ce n'est pas parce qu'une offre d'emploi n'est pas publiée qu'une compagnie ne cherche pas. C'est ça. Quelquefois, c'est beaucoup le réseautage à l'interne. Ils vont demander, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau, par exemple, qui serait intéressé? Donc, et ils ne posent pas nécessairement d'offre d'emploi comme tu le mentionnes. Donc, moi, qu'est-ce qui est vraiment important, en fait, si je dois conclure un peu par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est que moi, je pense que l'inclusion, l'intégration de la communauté noire, de façon générale, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que l'immigrant, il a sa responsabilité. Si ça ne fonctionne pas, oui, il peut blâmer la société, mais lui, quelle est sa responsabilité en tant que telle? C'est-à-dire que quand on arrive comme immigrant au Québec, on a toutes les clés en principe pour réussir son intégration. Donc, c'est pour ça que je parle de responsabilité partagée. L'immigrant, il a sa part de responsabilité dedans. Est-ce qu'il a fait les bonnes stratégies, les bonnes techniques? Est-ce qu'il a son réseau? Est-ce qu'il s'est suffisamment donné tous les moyens pour réussir son intégration au Québec? La deuxième partie, c'est que la responsabilité partagée, c'est quoi? C'est que la société d'accueil, le Québec aussi, doit jouer son rôle. Et le Québec met quand même des ressources, des choses à la disposition des immigrants. Donc, ça, c'est très important en tant que tel pour savoir que au niveau de l'immigration, il y a aussi des choses qui sont mises en place. Donc, le Québec aussi, le Québec n'a pas intérêt de faire venir des immigrants et puis qu'ils ne réussissent pas à s'intégrer sur le marché de l'emploi. Et sachant qu'aujourd'hui, on parle carrément même aujourd'hui, on parle de crise de main-d'œuvre parce que, bon, avec la crise, avec le contexte de pandémie, avec la PCRE qui n'a pas encore fini, qui va se terminer en septembre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à chercher un emploi dans 2 mois, parce que ça va être la fin de la PCRE. Donc, aujourd'hui, on est carrément dans une crise de main-d'œuvre dans beaucoup de domaines et surtout aussi, ce que moi, je dis souvent aux immigrants, c'est que tout n'est pas à Montréal. Parce que ça aussi, c'est une grosse erreur parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui pensent que Montréal, c'est la grosse ville, il faut que je vienne à Montréal. Souvent, c'est important de connaître ce qu'on appelle des programmes de régionalisation. Il y a beaucoup de programmes de régionalisation parce que on sait très bien que Montréal, c'est la grosse métropole, tout est concentré à Montréal, mais sauf que en dehors de Montréal, il y a beaucoup plus d'emplois aussi qui sont disponibles dans beaucoup de régions. Donc, ce qui fait qu'il y a même des ressources, souvent, il y a même le gouvernement qui fait ce qu'on appelle des visites exploratoires. C'est quand vous êtes immigrant, que vous arrivez au Québec, vous pouvez faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez Jeunes en région, par exemple. Jeunes en région, c'est un programme qui permet, par exemple, à des immigrants, par exemple, d'aller visiter des différentes régions, la Gaspésie, je ne sais pas quoi. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle des visites exploratoires. Vous pouvez aller dans une région, c'est-à-dire, et souvent, tout est gratuit. On vous paye carrément le voyage, on vous paye l'hôtel, on vous paye des trucs. Et ils organisent en fait des visites exploratoires où vous allez regarder la région, vous allez voir le loyer, le travail, les choses, donc pour vous aider à vous établir en région. Parce que tout n'est pas concentré à Montréal. Donc souvent quand on est à Montréal, je dis ça fonctionne pas, ben, explorez d'autres opportunités parce que Montréal ça coûte cher, c'est compliqué, c'est difficile, il y a une très grande concentration, il y a une très grande compétition entre les immigrants, mais réfléchissez à la régionalisation. Si vous devez quitter Montréal pour aller à Québec, pour aller en Mauricie, pour aller en Gaspésie, pour aller, je ne sais pas, en Outaouais, peu importe, il y a d'autres opportunités d'emploi qu'il faut regarder parce que tout n'est pas à Montréal. Ça aussi, ça peut permettre, souvent, moi, j'ai accompagné des gens qui sont partis en région, qui ont eu l'expérience de travail en région et après qui sont revenus s'installer à Montréal. Parce qu'ils réussissent, parce que la concurrence est moins importante donc en région qu'à Montréal en tant que tel. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il faut savoir que quand on est immigrant, toutes les opportunités sont ouvertes en tant que telles. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Il faut savoir mettre en place les bonnes stratégies, les bonnes dispositions pour mettre toutes les chances de son côté en tant que tel. Donc, ce qui fait qu'en tant qu'immigrant, il faut comprendre, comment dirais-je, le fonctionnement du marché du travail. Il faut savoir quelles sont les bonnes méthodes, les bonnes stratégies que moi, je dois mettre en place pour que je puisse réussir mon intégration en tant que telle. Et surtout, il faut avoir, comme je l'ai dit, il faut avoir un plan d'action avec des délais bien précis en tant que tel. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un plan d'action et si on ne le respecte pas. Parce que il faut éviter, bon, j'aime pas le terme en fait, la date de péremption des diplômes, parce que souvent c'est comme... Parce que, je le dis comme ça, parce que quand on regarde souvent des gens, ils ont leur diplôme, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas travaillé dans le domaine, ben, on n'est plus, comment dire, pour les employeurs,
on n'a pas peut-être voilà, on n'a pas peut-être toutes les compétences, on a oublié plein d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est très important, quand on a son diplôme, il faut essayer autant que possible de le capitaliser avec une expérience professionnelle demain. Pour revenir et aussi, oui. Excuse-moi, Bourama, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au programme des jeunes en région, c'est quoi les conditions? Est-ce qu'il y a un âge maximum ou comment ça fonctionne? Jeune en région, je pense que si je me trompe, je sais pas, il y a un âge, mais souvent il dit jeune en région, mais je pense que ça peut aller jusqu'à 35, 40 ans si je me trompe pas, mais vous pouvez juste aller sur le site internet qui s'appelle Jeune en région, donc vous pouvez regarder. Okay. Mais il vous donne toutes les explications, tous les trucs en fait pour les immigrants. Et aussi, il y a ce qu'on appelle souvent, la lettre prime. Bon, il y a beaucoup d'immigrants qui ne le savent pas. La lettre prime, en fait, c'est là que quand vous êtes immigrant, que vous êtes arrivé au Québec, ça fait moins de 5 ans, vous pouvez contacter votre centre local d'emploi, le club. Qui peut vous souvent ça dépend. Par exemple, moi je cherche un poste en ressources humaines, j'ai une lettre prime. Souvent la lettre prime c'est quoi? C'est que ça permet de faire ce qu'on appelle de la subvention salariale. C'est-à-dire que il y a par exemple un employeur qui peut décider de vous embaucher, mais comme vous n'avez pas d'expérience, ben lui il a besoin d'une lettre prime et puis donc le Québec paye la moitié de son salaire, lui il paye la moitié de son salaire. Donc souvent c'est incitatif en tant que tel. Mais il faut faire attention, ce n'est pas je ne recommande pas la lettre pour tout le monde parce que souvent, il y a certains employeurs qui vont voir ça comme une sorte de dévalorisation, comme si tu n'es pas capable de faire valoir tes propres compétences sans une lettre de subvention salariale. Donc, il y a la lettre qui existe, il y a des employeurs qui le demandent, mais il y a d'autres compagnies qui ont suffisamment d'argent, qui n'ont pas besoin, donc ils ne vont jamais le demander. Et aussi, souvent, qu'est-ce qui est vraiment important? Quand on est immigrant aussi, quand on vient s'installer au Québec, quand on est venu du Sénégal, d'Afrique de façon générale, moi, je dis souvent, il est important de faire ce qu'on appelle une évaluation comparative des études. Okay. Parce que l'évaluation comparative des études, c'est très, très important. Ça permet ici que le ministère de l'Immigration vous donne un niveau de diplôme équivalent au Québec. Si vous avez fait vos études au Sénégal, vous avez fait vos études au Congo, ou peu importe, ou en Algérie, peu importe. Mais quand vous arrivez ici, parce que les systèmes éducatifs sont très différents, peut-être que votre baccalauréat, je sais pas, au Sénégal, il va pas être reconnu comme le baccalauréat ici au Québec, ils vont vous donner un diplôme, en tout cas. Peu importe, mais c'est très important. Parce que si vous n'avez pas une équivalence de votre diplôme ici au Québec, vous ne pouvez pas appliquer au gouvernement fédéral. Vous ne pouvez pas appliquer au gouvernement provincial. Vous ne pouvez pas appliquer à la ville de Montréal. Donc ça, c'est très important parce que ils vont vous demander tout le temps d'avoir les équivalents de vos diplômes de vos pays d'origine. Mais quelqu'un qui a étudié ici, il n'a pas besoin. Et aussi, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que souvent, ce que je vois beaucoup avec les immigrants, c'est qu'ils s'enferment beaucoup dans les clichés. Ah, il y a la discrimination, il y a le racisme, il y a ça, il y a ça. Donc, on se met des blocages en tant que tel par rapport à ça. Donc, il faut éviter l'auto-exclusion, de se dire que ben, j'aurai moins de chance parce que je suis noir, j'ai moins de chance parce que je suis migrant. Non, il faut éviter l'auto-exclusion, c'est dire que il faut avoir confiance en soi, mes compétences, mes qualifications, ma personnalité, c'est des choses, c'est des atouts pour la compagnie. Donc, je mets tout en valeur. Donc, ce qui fait que, un exemple très simple, si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi vous voulez que l'employeur vous embauche? Make sense. Non, mais c'est simple. En effet, ça fait du sens. Mais donc, moi, par rapport à ça, Bourama, j'ai une question. Admettons, par exemple, qu'on voit une description de poste, puis, je ne sais pas, par exemple, sur 6 ou 7 tâches, il y a peut-être une tâche qu'on n'est pas en mesure de faire. Par exemple, on ne maîtrise pas un logiciel ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il faut quand même poser sa candidature. Quel est le conseil que tu donnerais par rapport à ça? Moi, je dis toujours, les offres d'emploi, c'est fait pour éliminer des candidats. Parce que c'est des grilles, en fait. C'est fait pour éliminer des candidats. Moi, je dis toujours, quand on lit une offre d'emploi, à la fin, quand vous lisez l'offre d'emploi, quel est votre premier feeling en tant que tel? Est-ce que ce poste, c'est moi, j'applique ou pas? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le poste? S'il y a juste une tâche, des logiciels, parce qu'il y a combien de logiciels que d'une compagnie à une autre, les logiciels, moi je dis, c'est pas des arguments suffisants pour appliquer sur ces postes-là. Donc, si vous lisez l'offre d'emploi, vous dites, je me sens encore, ces postes, c'est pour moi, je peux le faire, il n'y a pas de problème, je dis, vas-y. Parce que souvent, les gens disent, souvent, il y a 5 ans d'expérience, il y a 2 ans d'expérience, il y a 3 ans d'expérience, j'ai pas 5. Mais même si vous avez 5 années d'expérience, même si on demande 5 années d'expérience, vous n'avez pas 5 ans d'expérience, vous pensez que quelqu'un qui a un ressource humaine qui a 5 ans d'expérience, aujourd'hui, s'il connaît le marché de l'emploi, il cherche un emploi? C'est vrai que quelquefois, ils mettent dans des descriptions, ils cherchent quelqu'un avec 10, 15 ans d'expérience, mais on s'entend que les personnes qui ont même ces 10 ans
15 ans d'expérience ne sont pas nécessairement mieux que quelqu'un qui en a moins. Parce que quelquefois, qu'est-ce qui arrive s'ils vont regarder, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est quoi, qu'est-ce que tu es en mesure d'apporter sur la table, tu vois? Est-ce que tu réfléchis différemment de... Même là encore, en fait, est-ce que la personne qui a 15 ans d'expérience va vouloir quitter justement l'endroit où est-ce qu'elle se trouve? À moins que ce soit un environnement toxique et tout, tu as envie de quitter le milieu. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui est déjà installé, qui a son réseau, qui a en fait ses collègues et tout, qui est bien installé, va vouloir quitter en fait un bon endroit pour aller dans un autre endroit. En tout cas, c'est ce que moi je verrais, quoi. Mais peut-être je me trompe aussi. Parce que j'ai déjà vu des postes où ils demandent 5 ans d'expérience, ils prennent des finitions parce qu'ils trouvent quoi? Parce que quand tu ne trouves pas quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent en fait. Ils baissent les exigences. Après, ils baissent les exigences. Après, ils baissent finalement, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on le remplace. Si on ne trouve pas quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, et surtout, qu'est-ce qui est important? Quand on prend quelqu'un qui a 5, 10, 15 années d'expérience, mais le salaire va avec. C'est ça. Aussi. C'est vrai. Donc, c'est fait que vous n'allez pas embaucher quelqu'un qui a 1 an d'expérience et quelqu'un qui a 15 ans d'expérience avec le même salaire. Ça fonctionne pas. Donc, c'est fait que c'est sûr, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, il va avoir le plus haut degré au niveau salarial. Alors que quelqu'un qui a 1 an d'expérience, ben, il peut commencer par le bas de l'échelle et puis après progresser. Donc, moi, je dis toujours, il faut pas s'auto-éliminer même quand vous lisez les offres d'emploi. Parce que je dis les offres d'emploi, c'est fait pour éliminer. Il y a même des recruteurs qui font exprès, ils publient 2, 3 pages d'offres d'emploi. Qui va lire 2, 3 pages d'offres? Mais ils vont voir, OK, est-ce que la personne est suffisamment motivée pour lire l'offre d'emploi? Parce que j'ai pas besoin de recevoir 150 CV là. Même si je reçois 5, 10 CV, ça me va. Donc, c'est très important en tant que tel de se dire que les employeurs, ils font ça pour éliminer des candidats. Parce que c'est oui, je cherche quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Il faut qu'il parle français, anglais. Il faut qu'il parle arabe. Il faut qu'il maîtrise tel logiciel. Il faut qu'il maîtrise... Donc, finalement, ils essaient autant que possible de réduire le candidat pour que les personnes qui appliquent, ben, j'ai pas besoin de trier parce que les personnes correspondent à peu près au profil en tant que donc j'ai pas donc j'affine les conditions, donc je veux pas recevoir 100. Quand vous dites oui, je cherche quelqu'un en ressources humaines, ben, vous allez recevoir 150 CV. Mais quand vous dites oui, je cherche quelqu'un qui est membre de l'ordre professionnel en fait des ressources humaines, quelqu'un qui a 3 années d'expérience, qui parle français, anglais, qui parle plus arabe, déjà vous réduisez les candidats en fait. Donc finalement, qu'est-ce qui va arriver? Ben finalement, je vais recevoir 10, 15 CV peut-être maximum, c'est largement suffisant. Et quand vous avez 5, 10 personnes, avec ce profil-là, en principe, vous devez trouver le bon candidat dans la liste, en fait. Donc, moi, j'ai dit, il ne faut pas s'auto-éliminer. Ben, c'est sûr et certain que si on demande 15 ans d'expérience avec plein de trucs, ben, vous venez de finir les études, ben, peut-être que ce n'est pas le bon poste pour vous. Mais si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, moi, je dis, il n'y a pas de problème, appliquez. Et même s'il y a un logiciel que vous ne maîtrisez pas, ben, c'est pas grave. Les logiciels, ça s'apprend. Et là, dans une entrevue, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez insister sur votre capacité d'adaptation, sur votre capacité d'apprentissage, en fait, par rapport à ça. Donc, vous rassurez l'emploi. Oui, à tel logiciel, je ne sais pas, mais je sais très bien que si je me mets à fond, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de gens. C'est fait que si vous mettez l'emploi sur votre capacité de formation, votre capacité d'adaptation, votre capacité à apprendre de nouvelles affaires, ben, l'emploi dit, ben, c'est correct. Donc, pour moi, c'est très important, en fait. Super, je vais juste regarder, sinon, est-ce que vous avez des questions dans l'audience? J'ai vu quelqu'un qui avait demandé ici, le monsieur est dans quel pays? Il est au Canada, il est à Montréal. Donc, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je sais qu'on arrive bientôt à la fin du live, donc si vous avez des questions, posez vos questions. Donc, si vous n'en avez pas, on va... Est-ce que c'est possible de nous faire une petite conclusion, Monsieur Bourama? Donc, quelqu'un, comme on a mentionné, parce que le live était vraiment destiné à des personnes qui viennent tout juste d'immigrer au Québec ou du moins qui prévoient immigrer dans les prochains mois ou années. Si jamais tu as 2 ou 3 conseils à donner, si tu peux résumer un peu. Moi, je pense que qu'est-ce qui est vraiment important quand c'est bon, je vais faire le truc à 2 niveaux en fait. Pour ceux qui veulent venir en fait, qui sont à l'étranger ou qui ont un processus, qui ont déjà entamé ou peu importe. Moi, je vous dis, il faut préparer votre arrivée en tant que tel. Il faut commencer à s'intéresser à la société québécoise. Il faut commencer à chercher des informations et surtout dans nos domaines d'expertise. Ben, si moi je dois travailler dans le domaine des ressources humaines, vous savez très bien que si vous quittez le Cameroun ou le Sénégal pour venir ici, vous ne pouvez pas travailler dans le domaine des ressources humaines parce que c'est des métiers qui sont ce qu'on appelle des métiers réglementés. Donc, vous devez être membre d'un ordre professionnel. Et souvent, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent. Ah, on m'a dit que je peux travailler avec mon diplôme, mais
Non, il y a des ordres professionnels en tant que tel. Ce qui fait que infirmiers, des choses, donc ce genre d'emploi, il faut commencer à préparer son arrivée, à avoir le maximum d'informations. C'est ça. Et ici, pour ceux qui viennent d'arriver, qu'est-ce qui est vraiment important? Il faut vous entourer de personnes positives qui vous donnent les bonnes informations, qui vous accompagnent dans la bonne direction en tant que telle. Parce qu'il faut de l'énergie positive pour vous donner les bonnes explications. Et surtout, il faut comprendre qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour les immigrants pour faciliter leur intégration en tant que telle. Donc, il y a beaucoup d'immigrants aussi qui travaillent dans beaucoup de domaines. Je connais beaucoup de personnes. Par exemple, je sais qu'il y a Doudousso, par exemple, qui est un Sénégalais, qui est très connu, qui a fait beaucoup de travaux sur l'intégration des immigrants ici au Québec. Il est très... Donc, il faut suivre les blogs de Doudou, par exemple, ou il faut suivre le Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis, il faut aussi chercher des contacts comme nous, qui sommes déjà arrivés ici, qui sommes dans le domaine de l'employabilité pour vous aider dans vos processus, pour vous accompagner. Et surtout, il faut tout le temps, pour quelqu'un qui est là, il faut tout le temps se dire, OK, je viens d'arriver, quelle est la bonne marche pour que je puisse réussir mon intégration au Québec? Parce que je suis arrivé au Québec avec un objectif bien précis. Comment faire pour atteindre cet objectif-là? Quelles sont les ressources qui peuvent m'aider? Quelles sont les personnes qui peuvent m'aider? Et surtout, il faut éviter de se mettre enfin. Il faut éviter de s'auto... J'ai pas beaucoup d'importance, mon diplôme n'est pas reconnu. Il faut avoir confiance en soi. Il faut comprendre que l'intégration, c'est un processus. Il faut connaître les bonnes stratégies, pardon, les bonnes méthodes, c'est tout. Il faut pas dire oui, je suis noir, je suis arabe, je sais pas quoi, et puis oui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de discrimination, on ne dit pas qu'il n'y a pas de racisme, mais sur le marché de l'emploi, c'est plus éliminatoire qu'autre chose en fait. Et sachant très bien que moi, je travaille beaucoup avec les recruteurs, je travaille avec des recruteurs dans toutes sortes de domaines. Même il n'y a pas longtemps, on a fait une conférence avec la fonction publique fédérale. En fait, ils veulent que les gens appliquent, ils veulent que les gens fassent carrière à la fonction publique. Donc, on travaille avec toutes sortes d'organismes, avec toutes sortes de... donc, il y a des immigrants partout. Mais moi, je dis que le succès de l'immigration dépend en très grande majorité de la personne en tant que telle. Parce que je dis toujours que c'est une responsabilité partagée. Mais l'immigrant doit pouvoir se regarder dans le miroir, se dire, OK, moi, je suis au Québec, ça fait 5 ans, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est là que j'ai pas pris le bon chemin. C'est là que j'ai pas eu les bonnes informations. C'est là que j'ai pas eu les bonnes stratégies. Ben, moi, j'accompagne des immigrants. Même si c'est différent, bon, ça peut être aussi. Moi, par exemple, nous, on accompagne beaucoup d'immigrants qui soient aussi des Français, par exemple, mais des Français, des Africains qui sont nés en France, qui viennent aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent comme PVTistes, en fait. Je ne sais pas si vous entendez les permis vacances-travail. Oui. Donc, j'ai déjà accompagné beaucoup de Noirs qui viennent de la France. Donc, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Une fois qu'ils ont l'accompagnement, ben, c'est pas la couleur qui change, en fait, parce que ici au Québec, sincèrement, dans l'accompagnement, je dis, il ne faut pas se mettre comment dirais-je, de barrières en tant que telle. Le Québec est une société suffisamment inclusive. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'intégration, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de discrimination, mais c'est une société quand même qui est ouverte à la diversité. C'est une société quand même qui donne la chance en fait aux immigrants. C'est à vous d'aller chercher, c'est à vous d'aller prendre la place en tant que telle. Parce que si vous ne croyez pas en vous, ben, personne ne va croire en vous. Donc, il faut juste que vous ayez les bonnes informations, les bonnes stratégies, que vous vous donnez les bons plans d'action avec les bons outils, avec le développement du réseautage, avec les bonnes façons, parce qu'il y a même les bonnes façons d'appliquer en tant que tel, parce que aller sur un site, sur Indeed, juste d'envoyer 25 millions de CV, c'est pas, moi je dis, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Parce que, qu'est-ce qui est vraiment important? Moi, je dis souvent, l'erreur que beaucoup d'immigrants font quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de plan d'action. Et quand vous n'avez pas un plan d'action, vous n'avez pas votre objectif professionnel. Il faut, pour se trouver un emploi, il faut déjà se déterminer c'est quoi mon objectif professionnel. J'ai telle formation, parce que aussi, on peut venir ici au Québec aussi, on se dit, ben, moi je travaille en ressources humaines, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais carrément changer, c'est possible. Est-ce que je retourne à l'école? Est-ce que je peux trouver d'autres emplois? Parce qu'il y a quelque chose qui est très important ici au Québec, aussi pour les recruteurs, pour les employeurs, il y a ce qu'on appelle les compétences transférables. Les compétences transférables, c'est quoi? Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a travaillé comme serveur, qui a travaillé dans un poste de service, qui a travaillé comme serveur dans un restaurant, je sais pas, en Afrique, il arrive ici, il dit, ben, monsieur Bourama, oui, moi, je vais trouver un emploi dans le domaine bancaire. Ben, qu'est-ce que la personne peut faire? Elle peut aller chercher un poste de service à la clientèle dans une banque. C'est ça.
c'est ce qu'on appelle les compétences transférables. Mais souvent, si on n'arrive pas à déterminer nos compétences transférables, donc peut-être que la personne peut dire, moi, au Togo, au Cameroun, au Mali, je travaille dans les ressources humaines, mais je n'aime plus ça. Mais je veux plus travailler dans d'autres domaines qui mettraient, mais je ne veux pas retourner à l'école parce que retourner à l'école, ça coûte cher, ça prend du temps. Mais donc, si on arrive à définir en tant que tel les compétences transférables que j'avais dans mon ancien emploi, on peut faire le switch, en fait, pour aller dans des domaines d'expertise sans pour autant retourner à l'école. Parce que souvent, l'erreur que beaucoup d'immigrants font aussi, j'ai déjà vu ça, c'est quoi? J'ai fait mes études au Cameroun, j'arrive ici, il faut que je retourne aux études parce que le diplôme québécois, il est plus... ce n'est pas systématique. Le retour aux études n'est pas systématique. Oui. C'est comme tu parlais de compétences transférables, juste de pouvoir identifier les compétences transférables que nous avons, de voir comment appliquer au poste. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de repartir à l'école. Parce que la réalité, c'est qu'il y en a certains, ils vont faire des diplômes, ils vont prendre 2, 3 diplômes. Finalement, à la fin, ça n'aura servi à rien. Du moins, les compétences transférables peuvent être un autre moyen en fait, de pouvoir obtenir le poste, pas nécessairement des diplômes. Mais pas nécessairement parce que un autre poste. Oui, parce que ça c'est vrai aussi. Je vois beaucoup d'immigrants aussi qui viennent ils sont bradés de diplômes, mais ils ont 0 expérience de travail. Ça, sur le marché de l'emploi, c'est quand même très difficile. Donc, c'est là où c'est quand même important aussi. C'est pour ça que souvent, moi, je demande aux immigrants, quand ils arrivent, faites un bilan professionnel. Quand on fait un bilan professionnel, ça permet de voir, OK, c'est quoi mes expériences de travail, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes formations, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes qualifications. Donc, et surtout, qu'est-ce qui est vraiment important? L'erreur fondamentale que beaucoup de personnes font, même pas forcément les immigrants, hein, quand ils vont à la recherche d'emploi, ils vont juste dire, ben, j'ai un diplôme en ressources humaines, ben, je vais chercher un poste en ressources humaines. Et je vais juste sur Internet, je cherche les offres d'emploi en ressources humaines. Mais moi, je pense que la recherche d'emploi doit commencer par quoi? C'est parce que l'objectif, c'est de ne pas juste trouver une job, en fait, mais de trouver quelque chose qui nous intéresse, quelque chose dans laquelle on va se sentir à notre place, on va se sentir valorisé. Parce que si on n'aime pas le travail qu'on fait, qu'est-ce qu'on va arriver? C'est la démotivation, on n'aime pas, et puis le burn-out ou jusqu'à quoi. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc, pour moi, la première des choses, c'est pour ça que je parle d'objectifs professionnels, en fait. Quand on veut se trouver un emploi, la question c'est, OK, moi, Bourama, quel type d'emploi me conviendrait? Dans quel type d'emploi je me sens à l'aise? Dans quel type d'emploi je réalise, en fait? Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est ça qui va nous permettre, en tant que tel, des qualifications avec les compétences qu'on fait, en fait. Allô? Kadi? Allô? Allô, Christine? Ça suffit. Christine, je pense qu'il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. On t'a perdu. Est-ce que tu nous Allô? entends? Oui, il y a un problème de connexion. Oui, tu nous entends? Oui. Ok, super. Il y a un problème de connexion. Oui. Oui, allô? Ok, super. Là, on t'entend. En fait, on avait... Christine, tu m'entends? Toi, Bourama, dans les commentaires ici, on dit, étant donné que les titres, les postes changent d'un pays à l'autre, comment s'y prendre pour identifier le bon équivalent quand on vient et ainsi oui, c'est ce réseau. Est-ce que vous m'entendez, Christine? Christine, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, par rapport au titre, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que les titres des appellations changent, en fait, d'une offre d'emploi à une autre. Et souvent, même, souvent, même quand l'entreprise publie une offre d'emploi, souvent, le titre, il est vraiment différent en tant que tel. Mais souvent, qu'est-ce qui peut être vraiment important, c'est que si vous voulez, par exemple, avoir les meilleurs descriptifs, en fait, ou le meilleur titre de poste que vous voulez faire, c'est que vous pouvez aller sur le site Emploi Québec, qui s'appelle IMT, ça s'appelle Information sur le marché de l'emploi. Donc, IMT,
Ça s'appelle Information sur le marché de l'emploi. Donc, vous juste aller sur le site internet, c'est Emploi Québec. Vous mettez juste un titre, par exemple, ressources humaines. Donc, ça va vous donner toutes les appellations, par exemple, de type de poste dans le domaine des ressources humaines au Québec, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, chaque emploi a ce qu'on appelle un code CNP. C'est le Code national des professions. Donc, ce qui fait que les appellations, oui, ça peut changer d'une compagnie à une autre, d'un poste à un autre. Mais souvent, moi, je dis, il ne faut pas souvent se fier au type du poste, mais il faut plus se fier au descriptif des postes en tant que tel. Parce que, un exemple… Bourama, excuse-moi, est-ce que ça s'applique même quand on change de pays, ben, d'un pays à un autre? Est-ce que c'est le même processus aussi ou c'est différent? Non, ben c'est la même chose ici. En fait, ça dépend en fait. Mais de façon générale, ici au Québec, ça fonctionne de cette façon parce que il y a ce qu'on appelle les appellations à l'interne. Par exemple, un exemple simple, une entreprise peut publier un poste, par exemple, de technicienne comptable. Mais dans le cas de l'appellation à l'interne, eux, ils vont plus parler d'assistant ou d'assistante comptable. Tu vois, c'est comme si c'est un peu différent, mais en tant que tel, ça ne change rien au niveau des descriptifs des postes en tant que tel. Ok. Ok, super. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tu as pas mal répondu à toutes les questions. Potentiel et sur… Moi, en fait, oui, il y a un problème de connexion. J'avais pratiquement répondu à toutes mes questions. Ah, il y a un problème de connexion encore. Effectivement, un problème de connexion. Allô? Mais en tout cas, on avait, je pense qu'on avait quand même faire… Oui, on t'entend. Mais je pense ok, parce qu'il y a un problème de connexion. Oui, effectivement. Je pense qu'on arrive de toute façon à la fin du live. Vraiment, on a quand même couvert tous les points qu'on voulait aborder. Ben, en tout cas, ok. De mon côté, je n'ai pas vraiment d'autres questions parce que en fait, tu avais déjà répondu à toutes mes questions jusqu'à présent. Donc, de mon côté, tout est correct. De ton côté, non, je pense que toutes les questions ont été répondues, même dans les commentaires. On a fini avec toutes les questions. Donc, merci encore une fois. Mais surtout, ben, merci beaucoup, Christine, merci José. Mais n'hésitez pas, s'il y a des gens qui ont des questions et puis si on peut les accompagner dans leur processus, moi je pense qu'il est vraiment important, ce que je trouve vraiment intéressant autour du griot, c'est qu'on a besoin de ressources, on a besoin d'espace comme celui-là pour permettre à la communauté noire de trouver des repères, donc des réseaux. Ça peut être aussi un avantage de se bâtir un réseau de contacts. Je vous félicite beaucoup et puis je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de comment dirais-je, beaucoup de succès dans ce que vous faites. Et puis, je pense que c'est vraiment important ce que vous faites. Et j'espère de tout cœur, on va continuer à collaborer. Et puis, j'espère qu'on fera tout pour faire rayonner la culture ou la diversité africaine ici à Montréal, au Québec, de façon générale. Merci. Une dernière question, Bourama. Si jamais les gens veulent te contacter ou du moins avoir des séances de coaching avec toi, c'est quoi le meilleur moyen pour entrer en contact? Ben, il faut juste leur donner, en fait, parce que tu as mes coordonnées, tu peux juste me donner, tu peux juste leur donner mon numéro de téléphone ou mes courriels, ils peuvent m'écrire directement, en fait, il n'y a pas de problème, en fait. Même s'ils sont en Afrique et qu'on peut leur donner des conseils, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, c'est avec plaisir que je le ferai, même s'ils sont pas là, c'est pas l'accompagnement aussi, mais ça peut être juste des conseils, des choses aussi. Donc, ça peut être utile. Donc, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens qui demandent mes coordonnées, vous pouvez les donner, il n'y a pas de problème. Là. Super. Merci beaucoup, Bourama. Merci à tout le monde d'avoir regardé ce live. Ben, bienvenue et puis bonne continuation. Merci. Donc, pour la suite du live, il a été enregistré, donc on va juste le reposter sur notre page Instagram. Il va être également disponible sur Facebook et sur notre site. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas assisté au live, qui n'ont pas pu assister au live, vous aurez la possibilité de les revoir sur nos différentes plateformes. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème. Parfait, merci beaucoup.